Et pour l'heure, place à l'étrange, aux aventuriers de l'étrange avec Louis. Salut Benoît. Salut Louis. Alors ce soir, le thème? Eh bien ce soir nous allons je vais avoir le plaisir de recevoir le professeur Henri Brock, qui est l'auteur d'un livre qui vient d'être publié aux éditions Odile Jacob, préfacé par Georges Charpak, prix Nobel de physique quand même, s'il vous plaît, ça n'est pas n'importe qui. Et Henri Brock va nous apporter ses lumières, sa manière d'envisager les phénomènes paranormaux, qu'il considère comme étant tout à fait explicables. Donc c'est un regard complètement différent sur la voyance, sur la psychokinèse, sur tous les phénomènes que nous évoquons régulièrement sur notre antenne. Et il va nous expliquer comment lui considère que c'est tout à fait explicable et qu'il n'y a pas là de phénomènes vraiment à proprement dit paranormaux. Il y a des réponses physiques à tous ces phénomènes. Selon lui, oui, et c'est ça qui nous intéresse justement. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il soit présent dans mon émission pour nous en parler. Ah ben voilà, un autre. Il en parlera du Saint-Suaire de Turin, par exemple, qu'il a reproduit dans son laboratoire à Nice. D'accord, par exemple, il est capable de faire des choses assez extraordinaires. Tout à fait. Bon, ben voilà, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus, on va essayer d'en savoir plus. C'est aussi ça le rôle de Sud Radio, show et info. Passez en tout cas une bonne soirée. Retour du sport demain, donc à partir de 18h, et notamment du rugby, vous l'aurez compris. Bonne soirée à tous, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Chaque semaine, vous le savez, nous nous penchons sur des phénomènes étranges qui nous interpellent. Je reçois des scientifiques du monde entier pour qu'ils nous livrent les résultats de leurs études dans ce domaine et de leurs réflexions. Et dans le domaine de l'étude scientifique des phénomènes paranormaux, plusieurs thèses s'affrontent. Parmi elles, il y a des thèses défendues par le laboratoire de zététique fondé par mon invité de ce soir, le professeur de physique Henri Brock. Bonsoir. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, voilà. Je suis ravi de vous recevoir dans mon émission. Comme je l'ai dit à l'instant à Benoît Cossé, qui vient de terminer son émission, vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob dans la collection Science, préfacé par Georges Charpak. Ce livre s'intitule Gourou, sorcier et savant. Alors, une première question avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous pendant les 2 heures jusqu'à minuit. Que veut dire zététique? Expliquez-nous ça. Alors, zététique, ça vient du grec zétein, qui veut dire chercher. Donc c'est finalement un équivalent de méthodologie scientifique. Moi je résume ça en disant c'est l'art du doute. L'art au sens évidemment l'ensemble des techniques, comme on va dire l'art du menuisier par exemple, l'art de l'ébéniste. Ouais. Donc la zététique s'était enseignée dans l'Antiquité par le grec Pyrrhon. Et puis c'est tombé un peu en désuétude. On a essayé à l'université de Nice de remettre ça au goût du jour. Donc on n'a pas inventé un vocable, on a voulu un petit peu prendre un vocable peu connu, de manière qu'il soit pas connoté, et puis essayer de le remettre au goût du jour. Très bien. Alors nous allons évoquer avec vous tout au long de cette émission sur Sud Radio les différents chapitres de votre livre, des sourciers aux maisons hantées, en passant par les voyants. On évoquera également les moines Shaolin sur lesquels vous êtes penchés. Alors vous le savez, vous qui nous écoutez, vous pouvez comme tous les week-ends intervenir dans cette émission. Vous êtes les bienvenus. Notre standard est à votre disposition pour vos commentaires, vos réactions ou poser des questions à mon invité si vous le désirez. Morad est au standard. Il attend vos appels au 0826 300 300 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace. Ensuite, vous rédigez votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Et dans ce cas-là, évidemment, je serai votre porte-parole.
Professeur Henri Brock, donc nous allons passer un petit peu moins de 2 heures en votre compagnie. Première question, qu'est-ce qui vous a intéressé en tant que scientifique, professeur de physique, je le rappelle, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux phénomènes paranormaux au départ? Je m'y suis intéressé avant d'être prof de physique. D'accord. Donc je crois que c'est parti de là, depuis très longtemps, depuis même tout petit, je m'intéresse à tout ce qui est bizarre, extraordinaire. Donc j'ai fait un petit peu de magie aussi, magie au sens illusionnisme. La prestidigitation, voilà, c'est ouais. ça, oui. Et donc je me suis toujours intéressé, donc j'ai commencé à l'adolescence, j'ai eu les lectures un peu classiques pour les périodes, enfin les personnes de ma génération, hein, Robert Charroux, etc. Vous n'êtes pas si vieux que ça, quoi. Voilà. Et donc, petit à petit, après, avec ma formation scientifique, disons mes études scientifiques en tant qu'étudiant, j'ai commencé à creuser un petit peu, à regarder les références, la documentation, etc. Je me suis aperçu que c'était nettement moins sérieux que ce que je croyais a priori, et donc j'ai continué à poursuivre dans cette voie. Et puis après, avec ma formation de physicien, j'ai pu monter des manips, enfin des expériences. Oui. Vous êtes directeur donc du laboratoire zététique qui est à l'université de Nice Sophia Antipolis. En quoi consiste ce laboratoire? Je veux dire, c'est un local. Vous avez. Alors ce labo, c'est une structure ouverte. Donc le labo est relativement récent. Hein. Ouais. Il a été créé en 1998. En fait, il a vraiment démarré en 2001. Le temps que moi j'étais biophysicien, donc le temps que je me mette à 100% sur le labo de zététique. Ouais. Et en fait, ce qui a démarré avant, c'est l'enseignement de zététique qui date depuis 1993, l'année scolaire 93-94. Donc, ce qui m'a amené en fait à monter cet enseignement, disons, c'est on enseignait il y a quelques années, enfin il y a plus de 2 décennies maintenant, on enseignait la relativité donc aux étudiants de première et de deuxième année de sciences, hein, je parle. Et donc on leur faisait la dilatation relativiste du temps, tout ça. Et puis il se trouve que après les années 75-77, la grosse vogue c'était Uri Geller et ses cuillères tordues. Donc tous les médias en parlaient. Et j'ai fait un petit sondage au niveau des étudiants justement de première et de deuxième année, donc de l'université de Nice. Et je me suis rendu compte que pour eux, la torsion des métaux, disons par la pensée, la psychokinèse, c'était un acquis scientifique pour plus d'un étudiant sur 2. Alors que la dilatation relativiste du temps, pour eux, c'était considéré comme une spéculation théorique, alors qu'on observait tous les jours dans les labos avec la durée de vie des particules. Donc c'est là que je me suis dit, en tant qu'enseignant, il y a un petit problème, on n'arrive pas à faire passer le message. Par exemple, la mécanique quantique, moi j'ai passé un doctorat de mécanique quantique, hein, donc j'enseignais ça. Et là, manifestement, c'est vrai qu'il y a des aspects qu'on peut appeler crus, entre guillemets, quoi. On n'arrivait pas tellement à les faire passer, alors que Uri Geller, se présentant à la télé, il pouvait faire croire qu'il avait été testé par des scientifiques, et les étudiants prenaient ça vraiment au premier degré, quoi. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose, et c'est là que j'ai décidé de faire un enseignement basé sur la méthodologie scientifique. C'est-à-dire sur le doute. Sur le doute, exactement. Ouais. Alors, quelle est votre manière d'appréhender cet univers des phénomènes paranormaux, puisque c'est votre entre guillemets votre passion depuis votre plus tendre jeunesse finalement. Exactement. Oui. Avec quelle philosophie? Il n'y a pas d'a priori, finalement. Voilà. Il n'y a pas d'a priori. Hein. Là, au niveau de l'enseignement et au niveau du laboratoire, la démarche c'est la suivante. C'est l'objectif, c'est la diffusion de la méthodologie scientifique. Et puis le support, c'est l'étude des phénomènes paranormaux. Pourquoi? Parce que c'est un support motivant à la fois pour moi, puisque je m'y intéresse réellement depuis très longtemps, et puis c'est motivant aussi pour les étudiants. Donc à partir de ce support, on peut très bien faire comprendre ce qu'est la méthodologie scientifique. On peut prendre des expériences, montrer, regarder un petit peu comment elles ont été faites, est-ce qu'il y a des failles ou non méthodologiques, est-ce que ça respecte certaines règles ou non. Et de là, c'est beaucoup plus facile à montrer aux étudiants comment la science fonctionne. Ouais, d'accord. Parce que mettons les 2 pieds dans le plat et appelons un chat un chat. On vous reproche très souvent d'être systématiquement sceptique. Autrement dit, de ne pas penser qu'il peut y avoir de phénomènes paranormaux. Non, pas du tout. Non. Ça, c'est les médias qui traduisent mal. Quelquefois, il y a même des guillemets. C'est pour ça que je vous pose la question. Il y a même des guillemets à ce que je dis et j'ai pas dit ça. On me fait dire l'inverse des fois. Non, pas du tout. On n'a pas d'a priori dans un sens ou dans l'autre, mais il n'y a pas de préconception psycho-énergétique ou opposée. Moi, ma position, c'est avant de commencer à s'intéresser, d'essayer d'élaborer une théorie, donc de s'intéresser à un fait, il faut d'abord que le fait en soit un fait. Donc ça veut dire, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, constatons les faits. Je veux dire, c'est bien joli de faire du Ganfield, de mettre des demi-balles de ping-pong sur les yeux pour voir si ça va peut-être augmenter les pouvoirs, mais ça va augmenter quoi? D'abord, vérifions qu'il y a des pouvoirs. Je veux dire, c'est le principe vraiment fondamental. Il faut pas se poser la question du style,
Est-ce que, moi je dis ça à mes étudiants, c'est une boutade, mais je pense que ça traduit bien le fond de la pensée finalement. La question c'est, est-ce que si je mets de la vaseline dans la cheminée, le Père Noël il va glisser plus vite? Ouais. Je veux dire, bon, ça me paraît pas très sain comme question. Regardons d'abord si effectivement on peut coincer un petit bonhomme rouge avec une barbe blanche hein, au moment où il passe, quoi. Ouais. Mais pourtant, ces phénomènes, vous l'avez constaté, puisque autour de vous, on a dû vous en parler évidemment à de multiples reprises. Bien sûr, ouais. Lorsque vous avez donné des conférences, lorsque vous allez à des signatures de livres, évidemment, notamment le livre qui a été un best-seller que vous avez coécrit avec Georges Charpak. Des témoignages, vous avez dû recevoir beaucoup de témoignages de personnes ayant vécu des phénomènes paranormaux. Ils sont légion, ces témoignages. Ouais. Donc ça interroge évidemment. Bien sûr que ça interroge, mais il faut toujours rappeler aussi qu'un témoignage, ça fait pas preuve. Même la bonne foi, la bonne foi la plus pure, la bonne foi, c'est pas un argument. Donc face à des témoignages, on en a un, on en a 10, on en a 100, c'est ça qui va nous amener à nous intéresser. Parce qu'évidemment, on se dit, si, il y a ça, il y a peut-être quelque chose derrière. Mais c'est pas parce qu'il y a 100 témoignages ou même 100 000 témoignages que ça veut dire ipso facto que le phénomène existe. Hein, je veux dire, on va avoir une personne qui va dire j'ai vu, je sais pas, un vaisseau extraterrestre qui passait. Une deuxième qui dit j'ai vu un vaisseau extraterrestre qui passait. On va en voir 1000. Ok, on va dire tiens, il y a quand même quelque chose. On va s'intéresser et peut-être on va s'apercevoir la foudre en boule, un plasma ionisé, des gaz particuliers, et on va découvrir quelque chose d'intéressant quoi derrière. Mais peut-être on va aussi trouver des extraterrestres. Il ne faut pas rejeter cette hypothèse a priori. Mais d'abord, il faut vérifier le phénomène. Oui, mais sans parler de vaisseaux extraterrestres, parce que là, on est un petit peu dans l'extrême, je dirais, de l'exemple. Mais prenons, on en reparlera tout à l'heure, l'exemple de quelqu'un qui vient vous voir en vous disant, voilà, j'ai eu un phénomène de voyance qui s'est révélé être exact après. Quel type de réponse lui apportez-vous? Ben, on lui demande si ça lui arrive fréquemment, et on lui demande de noter sur un calepin et de faire dater le calepin, c'est-à-dire qu'une personne, je sais pas, un frère, une sœur, enfin un ami de cette personne, qu'elle puisse entériner la date et qu'on ait après, par exemple une coupure de fraise ou une dépêche AFP, etc., qui montre que le phénomène effectivement s'est avéré, ou que quelqu'un témoigne qu'il lui avait narré, je sais pas, la personne par exemple a eu un rêve comme quoi elle allait se casser la jambe dans un escalier, par exemple, 3 semaines plus tard, bon, ça se passe. Simplement, il faut le faire dater. Et chaque fois qu'on fait ça, il se trouve que les personnes après ne nous ramènent plus rien, pas de calepin en quelque sorte daté. C'est toujours un phénomène. Oui, mon grand-oncle m'a dit que, oui, il y a 50 ans, on a écrit que. Nous, on demande simplement à vérifier le phénomène avant. Ouais. Il y a des scientifiques comme vous qui se penchent sur ce type de phénomène tout autour du monde. Hein. On en a reçu chaque semaine, on en reçoit chaque semaine dans cette émission, et qui pensent eux que le phénomène existe. Qu'en pensez-vous? Le problème, c'est que... Et pas des moindres, je dirais. Enfin, je veux dire, on va pas se lancer des titres de scientifiques. Évidemment, à la tête, ça ne sert absolument à rien, et l'objet n'est pas là. Mais qu'en pensez-vous? Parce que il y a des scientifiques qui sont, renommés, quoi, qui sont, qui se penchent là-dessus. Je suis d'accord avec vous, mais je crois que le titre ne donne pas automatiquement caution à ce qui est affirmé, quoi. Et ça, il faut pas faire une fixation sur le diplôme, hein, même si un prix Nobel dit quelque chose, c'est pas pour ça que ça sera vrai. Déjà, est-ce que la personne parle dans son domaine de compétence? Ça, c'est vraiment important. Alors, si c'est dans son domaine de compétence, effectivement, ça augmente un petit peu la crédibilité, la fiabilité qu'on peut accorder à ce qui est dit. Oui, après, là, ça peut être intéressant. Voilà, exactement. Donc là, du coup, on creuse un peu plus ce sujet, mais ce qu'il faut, c'est bien regarder ce qui se passe. Si quelqu'un vous dit, bon, je sais pas, la personne, elle est docteur, je sais pas, on prend Rhin ou Rhin, docteur en botanique, qui dit, bon, voilà, j'ai fait des expériences avec des cartes et ça a marché. Ok, on vérifie un peu comment ça se passait. Quand on voit comment ça se passait, franchement, on voit que c'était pas très très sérieux au point de vue méthodologie. Je veux dire, on dit, ces expériences-là, on peut les mettre de côté, quoi. Ça ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas. Ça veut dire que les prétendues preuves qui sont amenées dans tel et tel type d'expérience ne tiennent pas la route. D'accord. Mais ça rejette pas, a priori, ça c'est important de bien le souligner parce que je pense à un exemple, on n'est plus dans la parapsychologie, on est dans la partie miracle, disons, religieux, par rapport à la liquéfaction du sang de Saint-Janvier. Peut-être vous aviez prévu d'en parler. Voilà, on en parlera tout à l'heure, oui. Mais juste pour dire 2 mots. On me reproche souvent, on me dit, oui, mais vous montrez le phénomène, vous reproduisez le phénomène, ça ne prouve pas que c'est ça qu'il y a dans l'ampoule à Naples. Mais évidemment que ça prouve pas ça, j'ai jamais dit ça. Moi je dis simplement, à partir du moment où on peut, dans les mêmes conditions, ça c'est très important, avec toutes les caractéristiques, les mêmes caractéristiques, ça c'est important aussi, reproduire le phénomène,
alors l'hypothèse surnaturelle, elle est superflue. Je dis pas elle est fausse, je dis elle est superflue. Elle est inutile puisqu'on a une hypothèse naturelle, donc beaucoup plus facile, principe de parcimonie des hypothèses, rasoir d'Occam. À ce moment-là, on doit nécessairement privilégier, jusqu'à plus ample informé, l'hypothèse naturelle. Ouais. Oui, effectivement. Mais dites-moi un petit peu, les officiels, on a l'impression, parce qu'on en a parlé souvent avec des scientifiques, y compris des étrangers, y compris par exemple le prix Nobel en physique, puisque on parlait de prix Nobel de physique tout à l'heure ensemble, Brian D. Josephson qui est à Cambridge, voilà, prix Nobel de physique donc en 1973, qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux de très très près. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais en France, on a l'impression que les tenants officiels de la science font barrage à l'étude, je dirais, saine et sereine de ce type de phénomène. Qu'en pensez-vous? Non, je crois pas du tout. Je crois que c'est encore une fois, c'est un problème médiatique. Ouais. C'est un problème, c'est la manière dont les médias exposent ça. Je pense qu'au contraire, si on analyse le problème, on se rend compte que comment on pourrait dire, que le côté négatif vient au contraire des affirmations des parapsychologues. Parapsychologues ou autres paranormal au sens large, ça couvre aussi les extraterrestres, les magnétiseurs, etc. Pourquoi? Parce que, prenons l'exemple d'un magnétiseur, tenez, c'est peut-être le plus flagrant. Ouais. Vous avez une personne qui souffre de douleur, qui vient voir un magnétiseur. Le magnétiseur va faire 2 passes magnétiques, il va dire qu'il a un fluide qui se dégage de ses mains et qui va soigner la personne. La personne, effectivement, va beaucoup mieux et elle part réconfortée. Donc on donne une explication, c'est le fluide du magnétiseur. Ok, c'est bien, on a une explication, donc on cherche plus rien. Alors que quand on fait des petits tests, même simples, que nous on a fait par exemple, on s'aperçoit que le magnétiseur en question, il émet strictement rien, il n'a aucun fluide. Par contre, est-ce que le phénomène existe? Oui, la personne a eu la douleur coupée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et le fait de dire que c'est le magnétiseur qui a un fluide coupe court à toute recherche. Alors que ce qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est comment une personne, je parle du patient, de la personne qui vient, qui souffre, peut se mettre en condition via, évidemment, le médium qui est à côté, qui parle, le langage, etc., peut-être une mise dans un état un petit peu particulier, disons, état d'hypnose pour parler rapidement, quoi. C'est donc une mise en condition, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne elle-même, le patient, va faire que son cerveau va imposer à son propre corps de fabriquer des endorphines, des morphines endogènes, et va couper la douleur. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il faut mener des recherches là-dessus, et pas dire c'est le fluide du magnétiseur, parce que là c'est fini, on cherche plus rien. Ok, on a la solution. On voit un truc fabuleux passer dans le ciel. Moi ça m'est arrivé, j'en ai vu 6 en formation sans émettre de bruit. Si la solution c'est, ouais ça y est, c'est les petits bonhommes verts qui viennent nous voir, c'est fini, on cherche plus rien. On a une solution de facilité qui coupe court à toute recherche. Donc, moi je dis c'est un aspect fortement négatif de vouloir mettre des solutions comme ça toutes faites, qui n'ont ni queue ni tête si on regarde un petit peu. Il faut essayer de comprendre ces phénomènes, mais réellement, sérieusement, pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Et peut-être on trouvera quelque chose de paranormal ou de parapsychologique. Pour l'instant, chaque fois que ça a été fait sérieusement, je parle dans des labos scientifiques, pas dans des trucs qui vont s'intituler laboratoire ou qui sont des associations déposées ou pas déposées, quoi. Je parle vraiment dans des labos. Oui, avec des scientifiques. Voilà, on est d'accord. Il n'y a jamais eu, jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas de preuve d'un phénomène paranormal qui se soit produit. Ce qui ne veut pas dire que demain on va pas en avoir une. Il faut bien séparer les deux questions, quoi. Oui. Donc si j'ai bien compris, il faut évidemment étudier ça avec toute la rigueur scientifique qui s'impose, et ça c'est tout à fait normal, mais avec un esprit d'ouverture qui permet d'envisager toutes les hypothèses. Bien sûr, parce que c'est ça qui va permettre de faire des découvertes. C'est un domaine où certainement il y a des choses à trouver. C'est sûr qu'il ne faut pas y aller avec des gros sabots et avec des préconceptions, quoi. Mais ce qui est tout le temps reproché aux scientifiques vaut surtout de l'autre côté. La partie dogmatique, elle n'est pas de notre côté, elle n'est pas du côté des scientifiques. Il suffit de poser la question, de demander à quelqu'un qu'est-ce que c'est qui pourrait vous faire changer d'avis. Sur un point précis. Vous croyez aux fantômes, ok. Qu'est-ce que c'est qui pourrait vous faire changer d'avis? Eh bien, vous verrez, chaque fois qu'on va prendre question aux fantômes, on va prendre je sais pas, les expériences, mettons, de l'Institut de parapsychologie américain, etc. Et vous verrez que la partie dogmatique, c'est-à-dire, rien, puisque ça a été prouvé, elle n'est pas de notre côté, elle est du côté des soi-disant parapsychologues, quoi. Donc, manifestement, là, il y a un manque d'ouverture d'esprit, quoi. Alors, c'est le comble, c'est que souvent, je nous le reproche à nous, alors que c'est ce que j'allais vous dire, oui. Oui, alors que si les scientifiques s'y intéressent,
ça me paraît traduire quand même une ouverture d'esprit, quoi. Mais avoir l'esprit ouvert, c'est pas l'avoir béant et puis que le cerveau il tombe, hein. Il faut quand même faire attention, quoi. Ça nous promet en tout cas 1h15 de discussion fort passionnante en votre compagnie, professeur Henri Brock. Vous restez avec nous, nous sommes sur Sud Radio. Une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour rentrer dans votre livre avec le premier chapitre concernant les sourciers. C'est un métier très ancien que l'on connaît évidemment dans nos campagnes. Vous vous êtes penché sur ce dossier, vous allez nous donner vos conclusions, autrement, du moins ce que vous en pensez dans quelques minutes. Vous pouvez nous apporter vos commentaires, vos réactions, vos questions. Morad est au standard 0826 300 300, 0826 300 300, ou vous pouvez également communiquer avec nous sur Sud Radio par le biais du SMS. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction, je serai votre porte-parole et vous envoyez le tout au 71 200. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Vous l'avez constaté, la promo, la pub, comme on dit dans notre jargon, est passée 2 fois. Déjà un phénomène étrange, hein, professeur Henri Brock. Bon alors, je rappelle que vous êtes professeur de physique, vous êtes directeur du laboratoire de zététique à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et vous êtes l'auteur d'un livre préfacé par le prix Nobel de physique français Georges Charpak. Ce livre est sorti aux éditions Odile Jacob. Il s'intitule Gourou, sorcier et savant. Vous parliez de torsion de petite cuillère tout à l'heure, professeur, et c'est d'ailleurs la photo de votre couverture avec un personnage concentré sur une petite cuillère tordue, hein. Oui. Ça, vous en voulez à ce phénomène, visiblement? Non, au contraire, je crois que j'ai un petit faible pour ce phénomène parce que quand je démarre mes cours de zététique, par exemple, je fais une petite expérience de psychokinèse devant les étudiants, donc à distance, du métal se tord et prend la forme d'un Z comme zététique, et c'est comme ça que je démarre le cours. Donc, D'accord. Est-ce que vous, pour l'anecdote, il vous est arrivé ou un de vos proches a vécu un phénomène paranormal, que ce soit un rêve prémonitoire, que ce soit un phénomène de voyance ou autre chose? Oui, je crois que c'est arrivé à plusieurs personnes. Moi, tout à l'heure, je vous disais comme ça, je parlais de ce que j'avais vu dans le ciel, qui est inexpliqué, mais inexpliqué veut pas dire inexplicable, hein. Je veux dire, il n'y avait peut-être pas les données suffisantes, mais c'est vrai que c'était très troublant. Et puis arrive soit soi-même, soit des personnes de son entourage, des événements du style on pense fortement à quelqu'un et puis on apprend malheureusement le décès de cette personne à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre, hein, qui arrive, un coup de téléphone, etc. Ce sont des événements, j'allais dire, classiques, quoi, qui arrivent dans la vie de tous les jours. Mais c'est aussi le fait que si on fait des petits calculs de statistiques sur des événements comme ça, on se rend compte que bien c'est tout à fait normal que ça nous arrive. Même si un événement, disons, un événement spécifique, il a une probabilité. Prenons un événement qu'on appelle improbable. Par définition, si on l'appelle improbable, ça veut dire qu'il a une faible probabilité de se produire. D'accord ? Mais des événements improbables, il y en a plein. Imaginez, on est en train de discuter, imaginez qu'ils se mettent à tomber des grenouilles. Je veux dire, c'est improbable. C'est pas totalement impossible, hein. Il peut y avoir une petite tornade passer dans mais c'est arrivé, oui, c'est arrivé. Hein. Tout à fait. Imaginez qu'on ait une pluie de sang. C'est arrivé aussi. Sang, entre guillemets, hein, évidemment. Imaginez que, je sais pas, on ait une meute de varans de Komodo qui apparaissent subitement sur la route. C'est des événements improbables, on est tous d'accord. Je suis d'accord, oui. Mais comme on n'a pas précisé avant, quel est l'événement qui va nous surprendre dans la journée d'aujourd'hui? On n'a pas dit, tiens, peut-être il y a des varans de Komodo qui vont venir m'agresser. Eh bien, il se trouve que si on fait la somme de toutes ces petites probabilités de chacun de ces événements extraordinaires, eh bien ça fait une grosse probabilité. Donc c'est sûr, à vous, à moi, il va nous arriver dans les 24 heures qui suivent quelque chose d'extraordinaire. Mais je peux pas vous préciser quoi. C'est ça la grosse différence. Et quand l'événement arrive, eh bien on va dire, oh c'est fabuleux. Mais pourquoi c'est fabuleux? Parce qu'on va retenir que cet événement. On va oublier tous les événements improbables qui par définition ne se sont pas produits, quoi. On va retenir que le cas qui colle en quelque sorte. Hein, celui qui gagne au loto, grosso modo au loto, une chance sur 13 ou 14 millions, quoi, en jouant une grille, une seule grille. Je veux dire, bon, la personne qui gagne, c'est obligé, elle va dire, aujourd'hui c'était mon jour de chance, elle va automatiquement avoir ce réflexe-là. C'est naturel en quelque sorte. Oui, mais par exemple, tiens, je vais vous citer un témoignage que nous avons reçu, parce que énormément de gens, évidemment, nous appellent dans cette émission pour nous dire, voilà, j'ai vécu ça, et qu'est-ce que je dois en faire? Une personne qui savait que son père était à l'hôpital. Donc là, je veux dire, nous rentrons dans le domaine du tout à fait classique et normal, malheureusement, et il a eu une sorte de malaise alors qu'il était en
train de conduire, et il s'est garé sur le bas-côté, il a regardé machinalement sa montre parce que il allait être en retard à un rendez-vous qu'il avait après, donc il s'est souvenu évidemment de l'heure parce qu'il a eu ce malaise et il a vu l'heure, et après, malheureusement, 1 heure après ce malaise, il a reçu un coup de fil sur son portable lui annonçant malheureusement le décès de son père à l'hôpital. Et le décès est survenu juste au moment où il a eu ce malaise. Est-ce que vous considérez que là, on est dans le statistiquement recevable? À mon avis, oui, c'est statistiquement recevable. Ce qu'il faudrait voir, c'est si à la même personne, il va arriver plusieurs événements comme ça. Mais à cette personne, à vous, à moi, c'est sûr, et malheureusement, dans un cas comme ça, parce que c'est un décès, il va nous arriver des événements comme ça dans notre vie. Oui. Si on regarde sur la population, justement dans le Mais bouquin... pile à ce moment-là, je veux dire juste à ce moment-là. Oui, dans le bouquin précédent, celui dont on parle ce soir, là, dans Devenez sorcier, devenez savant, oui. On avait mis un petit calcul justement qui montrait que la probabilité de penser à une personne et que dans les 5 minutes, de penser une seule fois en une année, de penser une seule fois en une année à une personne et que dans les 5 minutes qui suivent, on apprenne le décès de cette personne, c'est un événement qui paraît très très peu probable, extraordinaire, c'est un petit peu le cas que vous venez de traiter. Oui, Eh bien, si on calcule sur l'ensemble de la population française, parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner, parce que ça c'est l'expérience personnelle, chacun va raisonner pour soi, va dire ça m'est arrivé, donc c'est ça le cas qui porte. On fait le calcul sur l'ensemble de la population française, on s'aperçoit que par hasard, je dis pas par prémonition ou quoi que ce soit, avec le simple hasard, on a des dizaines de cas chaque jour. Donc ça veut dire que on peut écrire un volume entier facilement chaque année, on peut écrire un volume de prémonitions comme ça et qui sont dues en fait qu'au hasard. On oublie que sur, disons, une grande période de temps ou un grand nombre de cas ou un grand nombre d'individus, un grand effectif comme on dit, eh bien à ce moment-là, les événements improbables, eh bien deviennent probables quand on fait la somme. Et je crois que c'est vrai qu'au niveau de l'individu, moi quand ça m'arrive quelque chose comme ça, je suis toujours étonné, moi le premier, je veux dire, dring, le téléphone il sonne, je me dis tiens c'est peut-être Pierre qui appelle, je décroche et c'est lui, et je dis c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire bien sûr, mais peut-être avant il y avait dring et puis je me suis dit tiens c'est Paul qui téléphone. Et c'était pas Paul, mais vous n'êtes pas souvenu quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et donc on fait un tri, heureusement d'ailleurs qu'on fonctionne comme ça. Le cerveau humain il est fait pour faire des rapprochements. Quand on observe la nature, on détermine ce qui s'appelle des patrons, quoi. On arrive à faire des rapprochements très rapides. C'est ça qui permet d'évoluer. C'est ça finalement qui a fait démarrer la science depuis l'époque préhistorique. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très intuitif, finalement très empirique au départ. Mais le problème, c'est que cette capacité aussi du cerveau humain, elle a aussi le revers de la médaille. C'est que quelquefois, on va nous faire interpréter des relations là où il n'y en a pas. On va regarder des nuages, on sait pertinemment que c'est des nuages, et puis on va voir le visage du grand-père ou de la grand-mère ou un cheval, etc. Et ça, c'est des associations, alors qu'il n'y a pas de relation réelle entre ce qu'on est en train de regarder. Par exemple, dans ce cas-là, les nuages, quoi. Ouais. Donc, alors, si vous voulez bien, professeur Brock, rentrons de plein pied dans votre livre et commençons par le début, évidemment, où vous abordez le dossier des sourciers. Donc, ceux qui trouvent de l'eau. On est d'accord, qui est un métier vieux comme le monde, qui est très connu dans nos campagnes. Régulièrement, on fait appel à des sourciers pour creuser un puits. Et je me rappelle, moi, l'avoir vécu plusieurs fois, puisque j'ai vécu dans le Lot-et-Garonne très souvent. Un sourcier était venu, avait fait le tour de la propriété, a dit bon, là, il faut creuser ici. Il y a tant de débit d'eau, c'est à tant de profondeur. Vous savez que le système des cailloux qu'il prenait dans une main, etc. Bon, et on a creusé le puits et effectivement du puits, le puits donne tant d'eau comme l'avait dit le sourcier. Alors quelle est votre position vis-à-vis de ça? Parce que vous êtes penché sur ce dossier. Oui, on a étudié pas mal la sorcellerie, surtout les revendications du professeur Yves Rocard, parce que la plupart des revendications des radiesthésistes et des sourciers sont basées sur la sensibilité, enfin la prétendue sensibilité de l'homme aux faibles variations de champ magnétique. Oui. L'homme, il est sensible au champ magnétique, c'est bien évident, quoi. Je veux dire, ça, c'est clair et net. Maintenant, aux faibles variations de champ magnétique, ça n'a pas été démontré. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux, Je veux dire, on a des particules de magnétite dans le corps humain, donc la probabilité est même forte qu'on ait une sensibilité à des champs magnétiques, à des variations. Mais tout dépend de l'intensité. Ce que le professeur Rocard disait, il disait de l'eau qui se balade en souterrain, eh bien par électrofiltration va créer des variations de champ magnétique. Première partie de l'hypothèse. Deuxième partie de l'hypothèse, il disait une personne qui passe au-dessus sur le terrain et qui est un petit peu sensible, donc un magnétiseur, un sourcier, va percevoir par des capteurs magnétiques
naturel qu'il a dans son corps, oui. au talon, au genou, au coude, aux tempes, etc., quoi, il va percevoir des faibles variations de champ magnétique. Enfin, plus exactement, il va percevoir une différence entre le côté droit et le côté gauche. D'accord. Voilà. Puisque le corps est symétrique, les capteurs sont corps à peu près symétriques, les capteurs sont symétriques, et donc Yves Rocard disait l'homme va percevoir une variation dans la dissymétrie. Oui, oui. Donc, et là, il va dire, bon voilà, là, je sens quelque chose, il y a de l'eau qui coule. Oui, mais même si c'est inconsciemment, c'est-à-dire c'est ça qui va provoquer un mouvement musculaire. Alors qu'il soit conscient ou inconscient, la plupart du temps, il peut être inconscient. Ça serait la variation de champ magnétique qui déclenche en quelque sorte le réflexe sourcil. C'est ce qu'il avait appelé le signal du sourcier. Bon, après, dans une deuxième étape, il a abandonné la première partie de son hypothèse, c'est-à-dire il s'est rendu compte que l'eau qui circulait en souterrain ne créait pas du tout de variation de champ magnétique. Donc, il a abandonné cette partie et il a simplement dit l'homme est sensible aux variations de champ magnétique. Or, il se trouve que les variations de champ magnétique sont liées très souvent aux variations de densité, aux variations géologiques, s'entend. C'est-à-dire s'il y a des failles, et s'il y a des failles, eh bien l'eau va plutôt s'accumuler là. Bien sûr. D'accord. Donc naturel. Du coup, ça permet de détecter l'eau sans qu'il y ait un lien direct avec l'eau. C'est une corrélation et pas une causalité. D'accord. C'est-à-dire qu'un magnétiseur ou un sourcier pourra détecter une faille en pensant qu'il y ait de l'eau alors qu'il n'y en a pas. Exactement. D'accord. Mais ça, c'était l'hypothèse de Rocard. Ça ne veut pas dire que ça a été vérifié, d'accord ? Oui. Mais n'empêche que là, ça se tient, et l'eau serait en quelque sorte trouvée par déduction, mais par analogie, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est ça, d'accord. Okay. Alors donc, nous, ce qu'on a fait, on a refait les expériences à l'université de Nice que proposait le professeur Yves Rocard, qui sont des expériences vraiment simples, avec ce qui s'appelle la semelle magnétique. Il y a aussi le cadre, on a fait avec le cadre électrique, tout ça, on a fait tous les types d'expériences qu'il avait annoncées, mais on s'est focalisé sur la semelle, tout simplement parce que le professeur Rocard disait lui-même que le capteur le plus important, c'était le capteur du talon. Bien évidemment, parce qu'on marche sur le terrain, c'est le capteur le plus près des variations de champ magnétique. C'est lui qui ressent le plus, quoi, finalement. Voilà, exactement, parce qu'après, ça chute très vite en fonction de la hauteur. Donc, il avait fait une petite expérience qui consistait à prendre une personne tenant un pendule à la main, mettre cette personne sur 2 bouts de bois, donc sans chaussures ou alors avec des chaussures qui n'avaient pas de clous, quoi. Donc pas de fer, nickel, cobalt, quoi, pas de rien de fer en tout cas, rien de métallique. Donc disons pieds nus, c'est le plus simple, la personne se met pieds nus. Et puis une des deux, disons semelles en bois, si on peut appeler ça semelle, elle a au niveau du talon un petit trou, donc le bois était un peu creusé, et à l'intérieur, le professeur Rocard avait mis 5 ou 10 spires de fil électrique, une petite résistance et une pile, de manière à faire passer un courant électrique dans ce fil. Donc un fil qui tourne en rond, un cercle, plusieurs cercles si vous voulez, ça fait un petit solénoïde, ce qu'on appelle un solénoïde, c'est-à-dire ça crée un champ magnétique. D'accord, oui. Circulation du courant électrique, d'où création de champ magnétique, au niveau du talon, et donc dissymétrie entre le talon droit et le talon gauche, puisqu'il n'y a qu'une semelle qui a ce procédé, ce petit appareillage. Et donc du coup, le professeur Rocard disait, bien à ce moment-là, la réaction automatique de la personne qui subit ce stimulus magnétique, c'est le pendule se met à tourner. Par un mouvement musculaire, bien sûr, c'est pas par un effet... mais de manière inconsciente, mais il tourne. Voilà, exactement. Et donc nous, on a repris ça. La revendication, c'était que 80% de la population avait ça. Et quand on a fait les tests, et nous on les a fait, je veux pas dire, mais sérieusement, alors que le professeur Rocard, il les a fait sur des effectifs très faibles, et surtout, il travaillait pas en double aveugle. C'est-à-dire qu'il avait un interrupteur, un bouton poussoir pour mettre le courant électrique ou non, c'est-à-dire donc pour créer le champ magnétique ou non, parce que je vous rappelle, le champ magnétique, donc il est créé par la circulation du courant électrique. Oui, tout à fait. Donc il l'activait ou pas. Voilà, il l'activait ou pas, mais il l'activait ou pas, lui, le sachant, parce que c'est lui qui a appuyé, et dans des expériences, devant le sourcier, c'est-à-dire que le sourcier savait si le champ électrique, si le courant électrique, donc si le champ magnétique était enclenché ou pas. Donc ça, c'était double erreur. Il faut non seulement que le radiesthésiste ou disons le pendulisant, le sourcier, on l'appelle ne sache rien, évidemment. Mais même celui qui fait l'expérience. Nous, dans les expériences qu'on a fait, par exemple avec des étudiants, donc il y a la personne qui tient le pendule qui ne sait pas si le courant électrique passe ou non, et l'étudiant qui contrôle en quelque sorte, qui note si le pendule tourne ou non, lui-même ne sait pas si le courant passe ou non. D'accord. Parce que sinon, imaginons que la télépathie existe. Eh bien, on va peut-être dire, on a démontré le magnétisme de la sorcellerie, alors qu'en réalité, c'est tout simplement un message télépathique entre le gars qui tient le pendule et la personne qui est là à côté et qui sait si le courant passe ou non. Je note que vous faites référence à un phénomène paranormal, là, bien professeur. Sûr. Non, mais c'est pour montrer que c'est difficile de les différencier. Si on bosse pas sérieusement, c'est impossible de différencier.
Donc dans un cas comme ça, il faut travailler en double aveugle, c'est-à-dire que le sourcier qui tient le pendule ne doit pas savoir si le champ magnétique, il y est ou non, mais l'expérimentateur non plus. Le scientifique est à côté qui note le résultat ne doit pas le savoir. C'est quelqu'un à l'extérieur, dans une autre pièce ou plus loin, qui met le courant de manière aléatoire, avec une liste décidée à l'avance, une fois oui, une fois non, etc. Ouais. Et puis, il y a une personne qui note, mais la personne qui note ne sait pas s'il y a le courant. Quand on fait ça, eh bien, il se trouve que l'effet ne s'est jamais manifesté. Ce qui ne veut pas dire que le pendule ne tourne pas, ça veut dire qu'on a obtenu des rotations du pendule, même sans champ magnétique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de courant électrique qui passait, il n'empêche qu'il y avait des mouvements musculaires inconscients qui faisaient bouger le pendule. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les expériences du professeur Rocard ne fonctionnent pas comme lui l'avait prétendu, mais en revanche, ce que vous ne dites pas, et je suppose que c'était exprès, c'est que il n'y a pas de personne qui puisse trouver le métier de sourcier n'existe pas. Ça, c'est autre chose. Ça, le problème reste entier finalement. Le problème reste entier au niveau du sourcier parce que. Tout à fait, voilà. Si on pose la question, est-ce qu'un sourcier trouve de l'eau? Ma réponse est oui, un sourcier trouve de l'eau. Oui. Est-ce qu'un sourcier trouve de l'eau pour les raisons qui sont revendiquées? Ma réponse est non. Voilà. Ça, on peut le montrer. On peut le démontrer par des expériences simples. C'est ça, tout à fait. Je suis d'accord. Donc, il faut pas mélanger les deux problèmes, c'est-à-dire le fait qui est constaté. Trouver de l'eau, et puis l'explication qui en est donnée. Pour le moment, il n'y a aucune explication qui fonctionne. Et il y a des explications peut-être beaucoup plus simples qui peuvent fonctionner. À savoir que quelqu'un peut enregistrer de manière inconsciente, je ne parle pas de quelqu'un qui truque ou quoi, je parle de quelqu'un de bonne foi. Voilà, tout à fait. Quelqu'un qui travaille dans un environnement donné, il a remarqué qu'il y a 3-4 ans, il y avait une sécheresse, il y a des endroits qui restaient un peu plus verts. Quelqu'un qui marche habituellement sur un terrain avec des chaussures de marche, des grosses chaussures, remarque que le son n'est peut-être pas pareil. Je pense à ça parce qu'on a fait une expérience avec un magnétiseur radiesthésiste dans une église. Oui. Il nous disait qu'avec son pendule, il avait trouvé une crypte dans l'église. Eh bien, il se trouve que moi j'ai dit regardez, j'ai pas de pendule, je me suis baladé et je lui ai fait le plan de la crypte. Je ne connaissais pas l'église. Oui. J'ai fait le plan de la crypte dessous. Au son des pas. Au son des pas, parce que on descendait la montagne, j'avais des grosses chaussures de marche avec la plaque métallique, donc bien lourde, bien claquante. Et donc je m'étais rendu compte que ça sonnait pas pareil, quoi. Oui. Et puis vous savez, quand vous avez des piliers, il faut se mettre à 3 pour faire le tour. On peut se douter que s'il y a une crypte, les piliers en dessous, ils sont au même endroit, parce que sinon ça tiendrait pas tellement, quoi. Vraisemblablement. Donc, ça, ouais. Et j'ai dessiné le plan de la crypte, et c'était le plan que son pendule avait donné. Donc moi, je dis pas que ce monsieur n'a pas de pouvoir, je dis simplement qu'il y a une explication plus simple, qui me paraît être cette personne qui a une fonction, il est menuisier, et puis il fait visiter, c'est lui qui a la clé, et qui fait visiter cette église très ancienne, et il fait de la radiesthésie. Il a dû enregistrer, c'est mon hypothèse, il a dû enregistrer inconsciemment que le bruit de ses pas n'était pas pareil, à force de se balader dans l'église, et par des mouvements musculaires inconscients, c'est ressorti au niveau de son pendule, c'est-à-dire il a agité, c'est pas conscient, donc je sais pas quelle phrase il faudrait dire, son bras s'est agité, disons, plutôt qu'il a agité. Son bras s'est agité en fonction des sons qu'il avait enregistrés. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se rendre compte à quel point par nos 5 sens normaux, on peut prendre une quantité d'informations beaucoup plus importante que ce qu'on pense la plupart du temps. Il n'y a pas besoin de faire appel à un 6e sens, quoi. Oui. Là, je suis d'accord. Mais alors donc, si j'ai bien compris, et là, je suis d'accord avec vous, le problème des sourciers reste plein et entier, et on ne sait toujours pas, la science n'est toujours pas capable, pour le moment, dans l'état actuel de nos connaissances, évidemment, de dire comment quelqu'un peut dire, là, il y a de l'eau, et donner le débit, finalement. Il y a encore du travail à faire. Oui, mais attendez, avant de dire que le sourcier trouve de l'eau, il faut voir si quelqu'un qui n'est pas sourcier trouve de l'eau, et c'est le cas aussi. Oui. Quand ça a été fait en Australie, là ils ont vraiment des problèmes d'eau, Oui. Donc il y a des puits qui ont été placés par des sourciers, ils ont eu un taux de réussite élevé, ce qui est superbe. Ils sont allés sur le terrain avec le pendule et les furcelles, ils ont eu de bons résultats. Mais il faut aussi rapprocher ça du fait que dans le même temps, la même commission de l'eau, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a demandé à des hydrogéologues qui, sans se déplacer, sans aller sur le terrain, en travaillant de chez eux dans leur bureau avec des cartes, ils ont obtenu un résultat meilleur. Ils ont donné des profondeurs et débit. Donc, oui, mais enfin bon, ça ne prouve rien. Ça veut dire que les personnes qui sont allées sur le terrain ont eu les mêmes résultats, peut-être moins bons, mais ont eu des résultats parce que là où ils ont dit de creuser, on a trouvé l'eau. C'est que quand même, il y a quelque chose à, entre guillemets, sans faire de jeu de mots, à creuser dans ce sens. Bien sûr qu'il y a quelque chose à creuser, mais avant de dire qu'ils ont un pouvoir, il faut peut-être se dire est-ce qu'il n'a pas consulté une carte chez lui, est-ce que finalement il n'est pas un peu hydrogéologue sans le savoir, est-ce que là je pousse le bouchon un peu loin, mais c'est pour dire c'est difficile de conclure. Il y a une expérience, nous on l'a proposé à plusieurs sourciers, ils n'ont jamais voulu la faire. On avait lancé un défi, je sais pas si vous êtes au courant, il y avait 200 000 € à la clé.
à toute personne qui pourrait faire un phénomène paranormal, qu'on ne pourrait pas expliquer. Alors des sourciers en demandaient. Donc on a fait différentes expériences avec des sourciers, justement basées un peu sur les expériences style Rocard. Mais à notre avis, l'expérience la plus simple, c'est vraiment l'expérience, disons, princeps, c'est quoi? C'est de dire à un sourcier, ok, vous choisissez le terrain que vous voulez. Donc c'est lui qui décide. Il est dans son élément. Il prend l'instrument qu'il veut. Pendule, baguette, surcelle, ce qu'il veut. Sur la région qu'il connaît, etc. Où il veut, son choix. Et puis, ok, il se balade, il vérifie qu'il n'y a pas de parasites, rien, il fait tout. Et il met une croix, il nous dit, ici, il y a de l'eau. Et à ce moment-là, c'est la même lune, c'est la même journée, tout est dans les mêmes conditions, il est en pleine forme. Il nous indique, ici, dans le coin, là où on est, 9 autres endroits où, d'après lui, il n'y a pas d'eau. Oui. D'accord? Et on fait les 10 forages. D'accord. Et on doit trouver de l'eau que là où il a dit qu'il y avait de l'eau. Nous sommes d'accord. Et ça s'est jamais fait, ça n'a jamais été accepté. Alors que finalement, si le gars il est sûr de gagner 200 000 euros, il peut quand même financer 10 forages, c'est pas la mer à boire. D'accord? Oui, sans faire de jeu de mots, oui, ça nous sommes à peu près d'accord. Mais voilà. C'est un métier qui existe depuis très longtemps. Enfin, moi, je me rappelle ce sourcier qui est venu sur notre terrain, qui était assez grand. C'était dans le Lot-et-Garonne. Il nous a dit, creusez là, vous trouverez de l'eau et tant de débit. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a été. Et je me rappelle que ce monsieur était venu de Dordogne. Donc Dordogne, Lot-et-Garonne, quand on voit sur une carte, c'est assez éloigné. C'était pas sa région de prédilection finalement. Oui, peut-être il tournait beaucoup, peut-être je sais pas. Chaque cas est un cas particulier. C'est vrai. Dans Gourou, sorcier savant, j'ai mis la lettre d'un puisatier, donc une personne dont c'est le métier de faire les puits. Voilà, parce que souvent le sourcier ne fait pas les puits. Le sourcier indique simplement la position. Tout à fait. Et puis après c'est une société de forage qui vient derrière. Mais la société de forage, quand vous allez discuter avec, parce qu'il faut discuter avec le sourcier, mais il faut aussi aller discuter avec la personne qui creuse. Et la personne qui creuse un peu en aparté, ce qu'on vous dit souvent dans les sociétés, c'est que pour les clients, ils aiment bien avoir le sourcier, donc ils prennent le sourcier. Mais si le sourcier n'indique pas l'endroit où eux supposent qu'il y a de l'eau, ils se débrouillent pour discuter avec le sourcier pour que l'indication soit la bonne. Parce que les gars qui font le forage, ils ont aussi leur carte et tout, et ils connaissent à peu près où il faut creuser, quoi. Donc là, le puisatier qui maintenant travaille pour des puits dans le Sahel, il est à la retraite, donc il essaie de faire désensabler les puits du Sahel. Donc toute sa vie, il a consacré au puits et il explique qu'il y a des endroits où il aurait pu prendre sa casquette et la jeter au hasard et creuser là, il n'y avait pas de problème, il aurait trouvé de l'eau, quoi. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on dit le sourcier ou quelqu'un d'autre, même on dit le foreur, même en parlant d'un côté, disons, plus scientifique, plus technique, le foreur a trouvé une source ou une veine ou un truc comme ça. Il n'y a pas de veine souterraine, quoi. C'est rarissime. Ce qui a l'eau en souterrain, c'est des espèces de nappes, c'est de la pierre infiltrée, du calcaire, etc. Donc c'est des grandes nappes, des aquifères qui permettent de puiser l'eau. Mais il n'y a pas une veine, c'est-à-dire que vous creusez à un endroit, mettons, je sais pas, XY, si vous creusez un mètre à côté, vous êtes aussi dans l'eau. D'accord, on va pas passer à côté. Je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. D'accord. Professeur Henri Brock, vous restez avec nous. Une pause encore. Nous sommes sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange et dans quelques minutes, nous allons parler du phénomène de voyance. Alors, quelle est votre opinion à ce sujet? Phénomène de voyance que beaucoup de ceux et celles qui nous écoutent ont peut-être vécu. Nous connaissons tous, évidemment, autour de nous, 1 ou 2 ou 3 voyants ou voyantes, que sais-je. Nous en parlerons dans quelques minutes. Vos commentaires, vos réactions, vous le savez, vous pouvez nous appeler. Morad est au standard pour recueillir toutes vos questions au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir quand vous le désirez par SMS sur Sud Radio. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire ou votre question, je serai votre porte-parole, et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Avec mon invité, le professeur Henri Brock, professeur de physique et directeur du laboratoire de zététique à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Il est avec nous sur Sud Radio pour parler de son livre publié aux éditions Odile Jacob, qui s'intitule Gourou, sorcier et savant, avec une préface de Georges Charpak, prix Nobel de physique français bien connu évidemment. Alors juste avant de faire la pause, professeur Henri Brock, je vous avais dit que j'ai annoncé que nous allons parler de voyance, évidemment. Donc, bien entendu, c'est un phénomène auquel vous vous êtes intéressé. Ça, c'est évident. Oui, alors, on a regardé un peu tous les phénomènes. Oui. Alors, d'abord, avant de rentrer peut-être plus en détail dans ce que vous pensez qu'il se passe dans la relation d'un voyant professionnel ou pas et de quelqu'un qui vient le consulter, dans le fait que quelqu'un vive un phénomène de voyance, comme l'on dit des fois de manière sauvage, c'est-à-dire ça lui arrive 1 fois, 2 fois dans sa vie, et puis voilà, point terminé.
pour vous, le phénomène de voyance est-il, je ne dirais pas avéré, est-ce qu'il existe selon vous, est-ce qu'il est intéressant à étudier? Intéressant à étudier, oui. Avéré, pour le moment, personne ne peut dire une chose pareille. Il y a pas d'expérience qui montre, disons d'expérience scientifiquement contrôlée, qui montre qu'effectivement don de voyance a été testé. Bon, j'ai mal formulé peut-être ma question, mais est-ce que vous pensez que le phénomène de voyance peut se produire chez quelqu'un? Voilà. Ben, tout dépend de ce qu'on appelle voyance. Si ce qu'on appelle voyance, c'est avoir un flash, et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour les phénomènes, les rêves prémonitoires ou de penser à quelqu'un, etc. Et là, on tombe dans la partie événement improbable, mais qui se produit forcément sur le nombre de personnes. Parce que si la personne a un flash ou deux flashs, bon, et puis ça c'est tout ce qu'elle a eu dans sa vie, et on va tous en avoir, donc on est tous voyants, donc pas de problème. Maintenant, si quelqu'un fait métier ou non, peu importe, annonce avoir des pouvoirs de voyance, c'est-à-dire de pouvoir de manière répétée, pas forcément contrôlable systématiquement, mais de manière répétée, une fois, deux fois dans la semaine ou par mois, etc. Alors là, bien pour nous, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'on est hors du domaine, disons, statistique, d'événements qui se produisent par hasard. À ce moment-là, on peut faire des expériences. C'est ce qu'on a fait. On a fait des expériences avec des protocoles vraiment, vraiment simples. Chaque fois, notre principe, c'est premièrement de travailler en accord complet avec la personne, le sujet psy, disons, le médium, je sais pas comment on peut l'appeler, disons le sujet psy qui vient nous voir, donc on définit un protocole, disons ça, accepté des deux côtés, mais vraiment, c'est la personne elle-même qui définit, elle dit voilà, moi je peux faire ça, ça et ça. On lui dit bon d'accord, est-ce que vous préférez tel type? Par exemple, on prend une voyante qui est venue nous voir dans le cadre du défi dont je parle dans le bouquin, dans le Gourou Sorcier Savant. Donc une personne disait qu'elle pouvait par l'écriture automatique, parce que chaque voyante a son support. Ça peut être boule de cristal ou autre chose. Donc là, c'était par écriture automatique. Elle nous disait qu'elle avait aucun problème pour donner le passé, le présent et l'avenir d'une personne. D'accord. Bon, pour l'avenir, c'est vrai qu'on peut tester, mais c'est pas très pratique parce qu'elle est obligée de faire des prédictions et puis il faut qu'on attende. Donc, étant donné qu'elle disait que c'était le passé et le présent qu'elle pouvait donner, on a dit OK sur le passé. Ça, c'est disons physiquement mesurable puisque c'est déjà arrivé, donc on sait ce qui est arrivé. Oui, tout à fait. Là, on peut le vérifier. Voilà. Donc, on lui a dit est-ce que vous êtes d'accord? On travaille que sur le passé. Pas de problème puisque c'est ce qu'elle annonçait. Elle avait dit d'accord. Donc, elle disait qu'elle pouvait travailler avec la personne en face ou simplement sur une photo, à condition qu'elle ait la date de naissance. Donc, on a dit, d'accord, est-ce que si on vous fournit des photos de personnes avec leur date de naissance, vous pouvez déterminer les événements marquants du passé de ces personnes? Elle nous a dit sans problème. Alors, à ce moment-là, on a fait un petit protocole simple, c'est-à-dire, on a pris des personnes, on a demandé à ces personnes-là qu'est-ce qu'elles avaient eu comme événement marquant, du style, je sais pas, un accident, une grosse opération, une maladie particulière, etc., ou un événement heureux, je veux dire. Oui, tout à fait, oui, ça peut. Donc, on a fait des listes d'événements où chaque fois, disons, on faisait une liste de 20 événements, d'accord, avec un seul événement parmi ces 20 qui était afférent à cette personne. Par exemple, une personne, je sais pas, avait eu les deux jambes broyées dans un accident de voiture. Alors à ce moment-là, on mettait une liste où on mettait, je sais pas, attraper une hépatite, enfin on mettait une liste, disons, de calamités entre guillemets qui seraient arrivées à la personne, avec une seule qui était juste, pas question de mettre. Donc et ça c'était signé par la personne, de manière que ce soit attesté. C'était mis sous enveloppe avec un petit cachet dessus, etc., de manière que nous, on puisse aussi, expérimentateurs, prouver qu'on n'avait pas triché en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne changeait pas les réponses, disons... Oui, qu'il n'y avait pas de faille dans le protocole. Voilà, exactement. Et puis, donc, ce qu'on a fait après, on fournissait à la candidate la photo de la personne sur laquelle elle pouvait travailler, et on lui donnait directement la liste avec les 20 possibilités. À charge pour elle, dans ce cas-là avec son écriture automatique, eh bien de dire quelle était laquelle des calamités, parce que j'ai appelé ça les calamités, était arrivée à cette personne-là. Et puis on faisait pour une personne, pour une deuxième, pour une troisième, des personnes qui étaient choisies par la médium. C'était pas les personnes en tant que telles, mais nous on avait par exemple 20 personnes, donc il y avait 20 enveloppes avec les photos des personnes. C'est la médium qui choisissait sur quel individu, disons, elle voulait travailler. C'est pas nous qui avons imposé quoi que ce soit. D'accord. Et puis, bon, simplement, après, on regardait les résultats. Et quand on a regardé les résultats, elle a strictement rien obtenu. Dans ce cas-là, de mémoire, je crois qu'elle avait obtenu 3 sur 20, ce qui était ce que donnait le hasard, quoi. Le hasard donnait même 4, quoi. Mais, il y a dans la littérature, dans ce domaine, énormément de témoignages et de phénomènes de voyance qui ont été constatés par des scientifiques notamment, par des grands penseurs. Doit-on faire fi de tout ça? Est-ce que tout doit être bon à être jeté finalement?
Non. Moi, je pense qu'il faut regarder chaque fois comment les expériences se sont déroulées. D'abord, si on a une description bien précise, complète et tout, parce que si c'est pas le cas, là, on retombe dans le domaine du témoignage et on peut pas faire grand-chose. Ouais. Si on a une description bien complète, alors là, on peut regarder est-ce que oui ou non l'expérience amène quelque chose de concluant. Si on voit qu'il y a une faille dans le protocole, eh bien malheureusement l'expérience était peut-être bonne, mais on pourra jamais le prouver, parce qu'à partir du moment où il y a une faille de protocole, ça veut pas dire que le résultat est faux, mais ça veut dire qu'en tout cas, nul ne peut prouver qu'il est juste, quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'est une expérience qu'on met sur le côté. Et malheureusement, il y en a des tas d'expériences comme ça. Même des expériences réputées. Il y a des expériences, je pense par exemple des expériences c'est de la voyance, c'est la divination de cartes, vous savez, avec les cartes de Zener dans l'institut de Rhein. Donc ils mettaient aux États-Unis, Aux États-Unis, ouais. Ils mettaient donc un paquet de cartes mélangées, donc 5 symboles répétés 5 fois, donc ça fait un jeu de 25, qui était mélangé, posé sur la table, et le médium se concentrait et devait donner la carte qui était dessus. Et puis on enlevait, on passait à une autre carte. Voilà. Donc le protocole, il paraît simple et indiscutable. Mais il se trouve que quand on voit la manière dont le parapsychologue Rhein, en l'occurrence, analyse les résultats, ça tient même pas la route. Il s'imagine qu'il y avait une chance sur 5 de déterminer la carte. Et ça, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est vrai si vous remettez la carte dans le jeu, mais pas si vous la posez sur le côté. Regardez, pour être plus clair, on va faire une expérience tous les deux, quoi. On a un paquet comme ça, qui est formé, donc c'est un paquet de 25 cartes. Oui. C'est 5 cartes qui sont répétées. D'accord. 5 x 5, 25, tac. Ouais. D'accord. Donc il y a 5 symboles, carré, rond, etc. Ouais. Si je tire une carte, on va faire, mettons, de la télépathie, je me concentre, ou même pas, on fait de la voyance, et vous allez essayer de deviner la carte. Vous allez me répondre, je sais pas, répondez-moi ce que vous voulez. Un rond. Un rond, ok. À ce moment-là, je mets la carte de côté, vous l'avez pas vue, bien sûr, il faut pas donner la réponse, mais je la mets de côté. Et puis je vais prendre une deuxième carte. Vous savez que dans le paquet, il y a au maximum 5 ronds, 5 carrés, 5 étoiles, etc. Donc à aucun moment vous allez répondre 25 fois un rond, on est bien d'accord. Nous sommes d'accord, oui, tout à fait. Vous n'allez pas répondre 24 fois un rond. Vous n'allez pas répondre 23 fois un rond, etc. Il y a des dizaines et des dizaines de cartes comme ça, qu'à partir du moment où le sujet psy, il a un minimum de neurones en face, il va évidemment pas donner. D'accord ? Eh bien, Rhein les a comptés, quoi. C'est ridicule. C'est du niveau de Tintin, quoi. C'est ahurissant, quoi. Et il n'empêche que ça, c'est censé être le nec plus ultra. Et pourtant, la méthode statistique du professeur Rhein a été, selon toute vraisemblance, validée par des statisticiens américains. Non, on voit passer ça partout, on le voit même écrit. Ce que les statisticiens ont validé, c'est les lois statistiques qui ont été utilisées. Elles sont correctes, c'est ça qui est dit. Mais ça valide ni les données, ni les résultats. Le fait de valider la méthode ne valide pas la méthodologie que vous avez utilisée dans l'épreuve. C'est juste la méthode statistique utilisée. Mais si les données au départ sont pas bonnes, évidemment, les résultats ne seront pas corrects. Vous pouvez obtenir des résultats faux avec une bonne méthode. Oui, tout à fait. Oui, ça, nous sommes d'accord, tout à fait. Mais là, on parle de méthode statistique et on est vraiment dans la science que je qualifierais de dure, quoi. C'est-à-dire, on est dans un laboratoire, on étudie, c'est souvent très rébarbatif d'ailleurs, ce genre de test. Mais les phénomènes qu'ont vécu plusieurs personnes annonçant même des événements assez importants d'ordre national, d'ordre régional ou planétaire, ou d'ordre de terre. Ça quand même, il y a eu des choses, des faits tout à fait troublants, ça on ne peut pas le nier tout de même. Bien sûr que ça se nie pas, mais ce qui est même troublant, c'est qu'il n'y en ait pas eu plus. Ce qui est troublant, c'est qu'il n'y en ait pas eu plus. Ce qu'on oublie, on oublie un principe fondamental, c'est l'infaillibilité humaine n'existe pas. L'infaillibilité permanente n'existe pas. Alors évidemment, souvent quand on donne cette phrase, on entend la faillibilité. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis l'infaillibilité permanente n'existe pas. Ça veut dire nul au monde n'a le pouvoir de se tromper tout le temps. Même Elisabeth Tessier, tôt ou tard, elle va faire des trucs justes. C'est obligé. C'est l'inverse qui serait anormal, qui serait vraiment fabuleux, extraordinaire, hors norme. Personne ne peut se tromper tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Ça veut dire, par pur hasard, nécessairement, tôt ou tard, les choses tombent justes. Ça veut dire on a un événement incroyable qui se produit, ou quelqu'un va annoncer les 6 numéros du loto et puis ils vont sortir, etc. C'est-à-dire que même une horloge arrêtée donne au moins l'heure exacte 2 fois par jour. Bien sûr, alors qu'une horloge qui est en retard, elle la donne jamais, quoi. Et alors,
que pensez-vous, parce que là, vous me faites penser à quand même des travaux très importants qui ont été réalisés notamment qui ont été réalisés par la CIA, qui a fait durant des années d'expérience sur la voyance et le remote viewing à des fins militaires, pour voir s'ils pouvaient les utiliser à des fins militaires, et visiblement, ça a donné des résultats plus qu'intéressants. Plus qu'intéressant, tellement intéressant qu'ils ont abandonné. Au bout de 20 ans, ils ont demandé un rapport, ils se sont rendus compte que ça avait mené à rien et ça a été abandonné. Donc les résultats plus qu'intéressants. Vous savez, les expériences de remote viewing, c'est pareil. Quand on voit comment c'est fait au point de vue protocole, je suis même étonné que l'armée américaine ait mis des crédits là-dedans. Faisons un petit résumé. Comment ça se passe? Vous avez un médium, imaginons un médium qui est dans les studios de Sud Radio. Par exemple, et puis quelqu'un d'autre, mettons moi en l'occurrence, à distance, je vais à un point A. Que le médium ne connaît pas. Bien entendu. Et puis le médium décrit. Donc il va faire une vision à distance. Disons qu'à travers mes yeux, il va essayer de décrire l'endroit où il est. D'accord? À ce moment-là, une fois que le médium a fait sa description, donc elle est enregistrée, à ce moment-là, moi, soit j'envoie une photo, soit je dis, voilà, j'étais par exemple, à côté de la Tour Eiffel. Oui, voilà, par exemple. Et puis je passe à un deuxième lieu. Et on recommence l'expérience comme ça, et on fait par exemple une vingtaine de coups. Et puis après, une vingtaine de lieux, d'accord? On demande à ce qu'on appelle des juges, c'est-à-dire des personnes extérieures, de juger l'adéquation entre la description du médium. Voilà, et vous, les lieux où vous étiez réellement, quoi. Mais ça, si on le fait comme ça, mais même pas un étudiant de première année de zététique, il va faire un boulot comme ça. Sinon, c'est sûr, il a un 0 à la fin de l'année. Ça relève du comique de faire un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'évidemment, à partir du moment où moi je vous dis, c'est la Tour Eiffel, évidemment, au deuxième cas, qu'est-ce qui va se passer? Le médium, il va se concentrer. Supposons qu'il ait des pouvoirs, d'accord? Il dira une description, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va pas donner la Tour Eiffel comme description. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a l'information du lieu, c'est ridicule dans le protocole, c'est une faille titanesque. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des descriptions, les descriptions elles seront pas de plus en plus justes, elles seront de moins en moins approchantes des lieux qui ont déjà été donnés. Je n'ai pas saisi, c'est-à-dire... Alors, je reprends. On ne donne pas... Le premier lieu, c'était la Tour Eiffel. Oui, mais on ne le dit pas, ça, après, même... Bien sûr que oui, lisez les protocoles, ça a été donné. Le médium, une fois qu'il a donné sa description et que c'est enregistré, à ce moment-là, le lieu était connu. Et puis, je vais dans un deuxième lieu. Imaginez, ce deuxième lieu, c'est un terrain de tennis. Alors, le médium, il se concentre. Vous croyez vraiment qu'à ce moment-là, il va dire, je vois une grande tour, plusieurs centaines de mètres de haut, en fer, faite par un monsieur il y a assez longtemps? Évidemment non. Bien sûr que non. Donc il va donner une description n'importe laquelle, sauf une description qui va s'approcher de la Tour Eiffel. Donc ça veut dire, quand vous passez au troisième site, disons là on va lui dire, voilà, ok, vous avez fait votre description, c'est enregistré, c'était un terrain de tennis. D'accord, on passe au point C, le troisième point. Il va décrire n'importe quoi, sauf la Tour Eiffel ou un terrain de tennis. Donc nécessairement les descriptions vont être de plus en plus éloignées des lieux déjà cités. Ce qui veut dire que quand on donne les descriptions et des photos des lieux visités, A, B, C, D, etc., à des juges extérieurs, eh bien quand ils vont faire le match, quand ils vont, disons, mettre en une paire, note, ou un pourcentage de réussite, Voilà, forcément, on va se retrouver un résultat qui va être meilleur que le hasard. Évidemment, parce qu'on n'a pas fait au hasard, parce que par définition, le médium évite les sites et évite de faire une description qui correspond au site premier, quoi. Donc, quand on voit des protocoles comme ça, je pense à une autre expérience de remote viewing qui avait démarré en France par des parapsychologues qui voulaient se lancer là-dedans. Et puis j'avais regardé le protocole, quelqu'un m'avait demandé de regarder le protocole. Eh bien, il se trouve que moi j'ai donné la solution sans être allé sur place. En faisant quoi? Tout simplement en regardant le protocole. Le protocole, c'était, les juges devaient déterminer parmi une série de photos quelle était la photo qui correspondait à la description du médium. Mais moi j'ai trouvé la photo sans avoir la description du médium. Pourquoi? Tout simplement en regardant le protocole, je me suis rendu compte que ce qui était mis dans le protocole, c'est que la personne qui était sur le lieu faisait une photo du lieu avec un petit appareil jetable, les appareils photo jetables. Il y avait encore les bobines à l'époque, pas le numérique. D'accord. Et parmi les photos qui étaient présentées, toutes les photos étaient des photos avec une bonne définition, disons des photos de banque de données, mais il y a une photo qui manifestement avait été tirée, avait sur du 35 mm au point de vue focal, ils ont à peu près tous cette focale-là, pour avoir avec du gros grain, etc. Voilà, exactement. Donc, c'était, enfin bon, il valait mieux en rire, un protocole pareil. Le problème, c'est que des fois, il y a des protocoles comme ça qui ont été validés, et après on écrit des livres et des articles dessus, quoi. Donc franchement, quand on regarde un peu dans le détail, quand on creuse,
c'est assez désespérant, quoi. Donc, si j'ai bien compris, aucune expérience dans ce domaine-là n'a trouvé nature pour vous à être considérée comme sérieuse. Pour l'instant, je suis au regret de dire que non, même si ça doit choquer certaines personnes, en étant tout à fait ouvert sur le principe et en cherchant vraiment à voir ce qui se passe, et en y allant vraiment avec un a priori même favorable, en disant oui, j'ai bien envie de voir si effectivement il y a quelque chose. Franchement, quand on voit les conditions, je reviens à l'Institut de parapsychologie, vous imaginez, ils travaillaient avec les cartes devant le médium, sous le nez du médium. J'ai eu des échanges épistolaires avec le professeur Rémi Chauvin qui me garantissait que non, qui me disait mais non, les cartes étaient dans des enveloppes. Je lui ai envoyé des photos des expériences de l'époque où on voit les cartes devant le médium. Rhein lui-même, c'est sa frise le comique, il demande au médium, c'est lui-même qui l'a écrit noir sur blanc, il demande au médium de ne pas trop regarder le dos des cartes. Vous imaginez? Il dit à Pierce, ne regardez pas trop le dos des cartes. Non mais c'est délirant, surtout quand on sait que leurs cartes étaient tellement, elles le sont toujours d'ailleurs, que leurs cartes étaient tellement mal faites. J'en parle dans... Oui, d'ailleurs, vous les montrez, et vous montrez les photos du dos des cartes avec des petites étoiles. Vous avez vu, c'est facile, hein. On prend une carte, on la détermine tout de suite. Bon, c'est extraordinaire. Même le médium Pierce, lui, il était autorisé à battre les cartes, c'est lui qui battait le jeu. Vous imaginez, donnez-moi un jeu à battre et puis je peux faire médium, il n'y a pas de problème, quoi. Professeur Henri Brock, une nouvelle pause et on va se retrouver dans quelques instants pour continuer à discuter des phénomènes paranormaux avec vous à l'occasion de la sortie de votre livre. Je rappelle que vous êtes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange et que nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Sud Radio, Les Aventuriers de l'étrange. J'ai le plaisir de recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange le professeur de physique Henri Brock à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Odile Jacob. Ce livre s'intitule Gourou, sorcier et savant. Il est également directeur du laboratoire de zététique à l'université de Nice Sophia Antipolis. C'est très joli comme nom, hein, Nice Sophia Antipolis. Je trouve ça très beau comme nom. Oui, mais le campus est en deux parties. En fait, Sophia Antipolis, c'est pas une commune parce que c'est sur la commune de Valbonne. Enfin, c'est un regroupement, c'est une technopole qui s'est créée. Et donc le campus est en deux parties. L'université de Nice, elle regroupe, c'est un petit peu différent d'autres villes. Elle regroupe aussi bien sciences, lettres, droit. Donc c'est un gros campus. Donc il était question de le décaler, de le mettre un peu en dehors. Et toute une technopole s'est montée. Mais dites-moi, votre laboratoire, je suppose que ça n'est pas une question indiscrète. Comment fonctionne-t-il au niveau des finances? Alors, on a un financement de la part de la faculté des sciences, on a un financement de la part de l'université de Nice, et puis après on a un financement externe. On a par exemple Jacques Théodore, donc un collègue scientifique belge actuellement à la retraite. C'est lui d'ailleurs qui a permis la création du laboratoire, puisque c'est lui qui a mis un financement. C'est la personne qui faisait le chèque pour le défi. Hein. Donc il a des fonds propres, disons, et c'est lui qui a donné un coup de main à la création du labo. C'est-à-dire l'équipement, on a pas mal de machines, magnétomètres, etc., plus tous les ordinateurs, tout ça. Donc c'est lui qui vraiment a permis de faire les achats d'un coup et donc de démarrer le labo vraiment instantanément, quoi, en quelque sorte. Alors revenons un petit peu dans le domaine du général, si vous le voulez bien, professeur Henri Brock. Ne pensez-vous pas qu'il est d'utilité publique et même du devoir de la science de se pencher sur les phénomènes paranormaux dont on parle depuis le début de cette émission pour lutter contre les escrocs et les gourous, mais sans pour autant tout jeter à la poubelle? Bien sûr, moi je suis bien d'accord, le premier à dire ça. Il faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais je reviens à ce que je disais au début de l'émission. C'est à mon avis le point vraiment intéressant qu'il y a dans les phénomènes paranormaux au sens large, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement derrière. Et c'est surtout pas de donner une explication toute faite, du style c'est le fluide radiesthésiste, c'est le fluide du magnétiseur, c'est la précognition, c'est la voyance, etc. Non, essayons de comprendre, premièrement, est-ce que ces phénomènes existent? S'ils sont avérés, essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Un phénomène avéré, c'est par exemple quelqu'un va voir un magnétiseur et sa douleur s'en va. Tout le problème, c'est, j'en reviens, est-ce que c'est le magnétiseur qui a agi ou est-ce que c'est la personne qui s'est mise dans un état particulier? Ou les deux, mon colonel. Ou les deux, bien sûr, parce que pour se mettre dans un état, il faut qu'il y ait la personne à côté. Mais il se trouve que si on enregistre la personne, on met derrière un rideau, on met qu'un magnéto, ça marche aussi bien. Donc la personne n'est pas nécessaire. L'expérience, on l'a faite, elle est simple, quoi, à faire. Hein, on enregistre la voix, on met d'abord la personne, on met le rideau, on laisse la personne, et après on enlève la personne, on met plus que le magnéto. Et il se trouve que ça marche aussi bien. Donc manifestement, c'est la personne, le patient, qui se met dans un état particulier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faudrait fortement développer tout ce qui est les recherches en psychophysiologie.
qui malheureusement ne touchent pas suffisamment de crédit, ne sont pas suffisamment développés. Il y a des tas de trucs là à faire. Bien sûr, ça a commencé, il y a le labo du sommeil, etc. Il y a des choses qui se font. Mais franchement, c'est un domaine où il pourrait y avoir des découvertes extraordinaires. Moi, je suis pour les pouvoirs de l'esprit, contrairement à ce que la plupart des parapsychologues... Oui, on me dit toujours que non, au contraire, je suis pour les pouvoirs de l'esprit, mais les vrais pouvoirs de l'esprit, c'est-à-dire le pouvoir de mon esprit sur mon corps, de votre esprit sur votre corps. Par contre, de votre esprit sur mon corps ou le croisé, ça c'est déjà beaucoup plus difficile à prouver. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment le corps humain, comment j'allais dire la machine, mais entre guillemets, humaine fonctionne, et ça c'est titanesque, c'est très difficile à comprendre, il y a plein de paramètres, donc il faut qu'on s'y mette tous, quoi. Il faut qu'il y ait vraiment le maximum de chercheurs qui se mettent là-dessus, mais évidemment en le faisant de manière sérieuse, avec un protocole scientifique. Oui. Alors, que penseriez-vous d'un comité comprenant des scientifiques rompus à l'étude justement de ces phénomènes paranormaux, mais de chaque bord réunis autour d'une table pour mettre ensemble au point un protocole, plusieurs protocoles, et travailler sur des expériences? Oui, c'est tout à fait faisable. Mais vous savez, les protocoles, ils sont simples. Il y a pas besoin. On peut faire une réunion comme ça, mais à mon avis, en 2-3 heures de réunion, c'est fait. Les protocoles sont décidés. On peut dire voilà un protocole simple pour la voyance, parce que voilà un protocole simple pour la psychokinèse, voilà un protocole. Parce que ce qu'il faut prouver, c'est simplement le phénomène au départ. Il y a pas besoin de faire de théorie, donc c'est pas compliqué. On n'a pas à chercher à expliquer le phénomène tant qu'on n'a pas vérifié le phénomène. Donc les protocoles, ils sont vraiment simples à faire, et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, quoi. On est quand même frappé par la différence qu'il existe entre les différents pays autour de la planète et la France quant à l'étude des phénomènes paranormaux. Par exemple, la parapsychologie a été admise au sein de ce qu'on appelle l'AAAS, c'est-à-dire l'American Association for Advancement of Science, qui édite la revue Science, qui est quand même une revue, plus que respectée dans le monde scientifique, alors qu'en France, il n'existe pas de comité comme ça qui soit financé, parce que là, c'est d'utilité publique de lutter contre le gourou, contre les sectes, contre les différents escrocs qui utilisent le fait que l'eau soit trouble, évidemment, pour naviguer tranquille. C'est quand même dommage que l'État français ne finance pas un comité ou des recherches dans ce sens-là. Vous savez, je pense pas qu'il y ait tellement besoin de financement. C'est vrai qu'on dit toujours que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais là c'est pas tellement quand même. Mais il y a, franchement, je veux dire, ça surprend toujours un petit peu quand je dis ça, mais il n'y a pas besoin de gros moyens pour faire des recherches. Ce qui compte, c'est pas la sophistication de l'appareil qu'on va utiliser, de l'appareillage qu'on va utiliser. Ça sert à rien de prendre un joli bonnet rouge et puis de mettre des électrodes pour essayer de regarder comment le cerveau du médium va réagir quand il fait un acte de psychokinèse ou de précognition. D'abord contrôlons le phénomène. Donc, et ça se fait avec scotch et bout de ficelle, quoi, pour pas faire de publicité. Oui, mais les hommes, il faut bien les payer. Il faut bien que ces hommes qui s'intéressent à ça à longueur de journée, ce sont des compétences, parce qu'on va pas prendre n'importe qui, comme moi, par exemple, qui n'ai aucune compétence scientifique, je dirais, dans ce domaine. Mais les gens, il faut les payer, parce que vous savez, il y a des tas de scientifiques qui sont intéressés par ça. Tout scientifique, enfin, je sais pas, moi, je connais pas un scientifique qui rentre pas en transe et qui a un phénomène un peu particulier qui se produit, quoi. Alors, moi, c'est sur les phénomènes paranormaux, mais d'autres collègues, ça sera un astrophysicien, ça sera plus un phénomène un peu particulier. Mais c'est ça. Ce qui fait finalement vibrer les chercheurs, c'est les phénomènes qui sortent de l'ordinaire. Sinon, il n'y a pas grand intérêt, si c'est pour trouver la dixième décimale. Bon, ok, d'accord, il faut aussi le faire, mais je veux dire, c'est pas ça vraiment qui va nous faire vibrer. Donc je pense qu'on n'a pas de problème pour trouver les personnes qui acceptent de faire des expériences dans ce domaine-là. Je veux dire... Pourtant, c'est très mal vu. Il y a, parce qu'on l'a reçu, je ne vais pas le nommer parce qu'il a déjà eu assez de problèmes, le pauvre, mais un chercheur scientifique qui a plusieurs doctorats, qui a fait des expériences tout à fait intéressantes, avec des résultats tout à fait étonnants, mais quand il a postulé à un poste en faculté... Bon, attendez, ne me dites pas rien, je me concentre. Est-ce qu'il a travaillé sur des poussins? Bon, oui, alors, est-ce que j'ai un don de voyance, franchement? Non, parce que... Je vous ai coupé pour pas que vous puissiez dire la suite, parce que sinon c'était trop évident avec la suite. Mais est-ce que quelqu'un regarde des expériences? Elles valent rien, les expériences. Elles valent rien. Regardez, quand vous placez un robot, ticoscope ou pas, vous le mettez au milieu d'une arène, et puis vous mettez des poussins que vous avez imprégnés, et qui sont censés donc attirer le robot. Un effet, disons, mère-enfant. Voilà, tout à fait. Bon. Et que cette arène-là, que vous prenez pour faire le déplacement du robot, vous lui donnez une forme rectangulaire. Mais attention, en première année, vous êtes recalé d'office. Il y a déjà un effet de bord. Je veux dire, quand on veut travailler comme ça, il faut faire un espace qui soit isotrope, c'est-à-dire où toutes les propriétés soient les mêmes, quelle que soit la direction. Là, on est sur une table, on est à 2 dimensions. Il me semblait que c'était le cas, hein? Non, pas du tout, c'est un rectangle. Vous devez nécessairement prendre un cercle. Nécessairement, un disque, quoi.
Et là, ça souffre pas de discussion. Sinon, bien sûr, quand le robot tape sur un côté dans le coin, il va aller taper sur le deuxième, quoi. Il suffit de regarder dans une pièce. J'ai vu les graphiques, le robot n'a jamais tapé sur un bord. Ben, bien sûr que oui. Sur les rectangles, il tape dans les coins, exactement comme si vous regardez dans une pièce, vous regardez la poussière accumulée dans les coins, et regardez bien pile dans la saignée du coin, vous verrez que ça reste blanc, la poussière s'accumule sur les deux côtés, et pas au milieu. Donc, pour faire un truc comme ça, on doit travailler avec une arène circulaire. Normalement, on devrait même faire mieux, il faudrait que les poussins soient suspendus dessus. Pour que ce soit vraiment symétrique, parce que si vous les mettez d'un côté, eh bien, il se trouve que les poussins, ils ont une température non nulle par définition, puisqu'ils sont vivants, et comme ils ont une température, disons, corporelle, ça va créer un petit gradient de température, même s'il paraît faible, ce gradient de température, il crée un déplacement d'air. Faible, mais un déplacement d'air. Et ce déplacement d'air, il crée une variation de pression. De l'air qui se déplace est à une pression inférieure à l'air ambiant au repos. Donc ça veut dire que le robot qui soi-disant est totalement randomisé, c'est pas vrai, il n'est pas randomisé. Il est randomisé au point de vue électronique, mais il n'est pas randomisé physiquement. Ça veut dire qu'autour de lui, les pressions ne sont pas identiques. Donc, ça, c'est du moins une hypothèse. Mais c'est pas une hypothèse, ça c'est une certitude. C'est sûr, quand vous faites un déplacement d'air à un endroit, vous créez une variation de pression. Regardez, nous on a reçu un médium... Oui, qui prétendait pouvoir fermer une porte par effet psychokinétique. Mais il le faisait, sauf que c'était pas de la psychokinèse, c'était moi ce que j'ai appelé de la myokinèse. Il disait qu'il se concentrait, mais ce qu'il avait oublié de nous dire, c'est qu'il se contractait. Il contractait les abdos et les pectoraux. Bon, il fait 1m97. Cela dit, cette personne était de bonne foi, elle a été tout à fait contente d'apprendre qu'effectivement c'était un effet physique, et on est devenus amis, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, tout à fait. Pour montrer que ça s'est fait avec une bonne démarche. La variation très faible de volume que cette personne faisait avec ses pectoraux et ses abdominaux suffisait à faire une force d'environ 500 grammes force sur une porte. C'est-à-dire un déplacement d'air suffisant pour que la porte se referme, en fait. Oui, parce que c'était dans un tout petit local. Oui, c'est pas un déplacement d'air, parce que les gens pensent déplacement d'air. C'est pas un déplacement d'air. C'est le fait que on change le volume accessible à l'air. Donc on change la pression. D'accord. Dans Gourou Sorcier Savant, j'ai montré une petite expérience. Oui, tout à fait. Voilà. Avec une bassine, on met voilà. Voilà. Donc on prend une poubelle, on prend un petit tonneau en plastique. Moi j'ai pris une poubelle parce que il y avait la M6 qui était venue donc pour filmer. Il a fallu improviser parce que bon, j'ai vu que la journaliste n'était pas convaincue. Le médium, lui, il était convaincu. Il avait compris vraiment comment ça fonctionnait. Il est informaticien, donc j'avais fait 2-3 équations. Il avait vraiment vu que c'était la pression, quoi. Par contre, la journaliste n'était pas convaincue, donc j'ai improvisé. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, bien sûr. Donc j'ai pris une petite poubelle qu'on avait là dans le secrétariat et j'ai mis dessus un bout de chambre à air. J'ai tenu tout ça avec un gros ruban adhésif bien serré. Et puis j'ai mis mon poing sur le caoutchouc. En appuyant sur le caoutchouc, ce que je fais pas une variation d'air, je fais une variation du volume accessible à l'air, parce que je comprime l'air qui est dans la poubelle, mais ce que je fais, je donne un peu plus d'espace, pas beaucoup, mais ça suffit, un peu plus d'espace à l'air qui est dans la pièce. D'accord. Et en faisant ça, je fais automatiquement baisser sa pression. Quand vous augmentez le volume, vous baissez la pression. Ce qui reste constant, c'est le produit des deux. Pression que multiplie volume. Et donc, en appuyant avec le poing, tac, 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 la porte, elle fait tac, 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 tac. Vous reproduisez le mouvement que vous voulez avec votre poing à distance. Oui, tout à fait. Professeur Henri Brock, avant de parler du Saint-Suaire de Turin, sur lequel vous êtes penché, ou du sang de San Gennaro, qui se liquéfie à Naples 3 fois par an, on va parler pendant quelques instants quand même de l'émission à laquelle vous avez participé, du côté des sceptiques. C'était donc mercredi dernier. C'est passé très tard d'ailleurs. Je me suis couché tard à cause de vous. C'est passé vers... ça a fini à 1h15 du matin, ce qui était finalement très pénible. C'était donc l'Arène de France, animée par Stéphane Bern. D'un côté, il y avait les tenants, de l'autre côté, les sceptiques, dont vous faisiez partie, évidemment. Déjà, cette catégorisation me paraît plus que suspecte. Enfin bref, êtes-vous d'accord quand même pour constater que seul l'audimat ou encore le compte en banque du producteur en est sorti grandi de ce genre d'émission? Ça, je suis le premier à le dire. Dès que l'émission s'est déroulée, pendant même le déroulement de l'émission, je sais pas si vous avez remarqué, il est arrivé un moment où j'ai plus rien dit, quoi. Oui. Quand j'ai vu qu'on pouvait pas parler, qu'il n'y avait pas moyen de débattre, parce qu'on aurait pu débattre sérieusement, bon, pas avec tout le monde, mais avec une ou deux personnes en face, enfin 2 sûrement, même une personne manifestement n'était pas du bon côté, mais bon, ça c'est encore notre problème, c'est que on pouvait pas discuter, quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas la peine d'essayer d'amener des arguments ou de discuter, donc moi j'ai décidé de me mettre un peu en retrait, quoi, en quelque sorte. Oui. Non, je pense que dans ce genre d'émission,
c'est pas possible. Oui, enfin, et puis vous êtes d'accord pour dire que tous les arguments qui ont été utilisés, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, ont été navrants et franchement inutiles. Ah oui, alors là c'était quand Maud Christen, la voyante, a commencé à parler, à me traiter de Ku Klux Klan parce qu'il y a un dessin humoristique qui a été fait par le dessinateur de Bon Ouvrage Au cœur de l'extraordinaire et qui montre quelqu'un qui a été roulé dans le goudron et les plumes, porté par 2 personnes, et qui a marqué tricheur au poker, non parapsychologie, et qu'elle sourit même pas en voyant un dessin comme ça, qu'elle croit que ça fait rapport au Ku Klux Klan. Je veux dire, bon, manifestement, elle a une culture BD qui lui manque un petit peu, quoi. Faudrait qu'elle lise Lucky Luke, quoi, je crois. Là, on peut plus rien dire, quoi. Cela dit, pour ne mettre en cause personne du côté des sceptiques, il y a eu des arguments qui étaient aussi très navrants, quoi. Hein. Il y a des choses qui n'étaient pas franchement terribles, qui étaient en dessous du niveau de flottaison. Oui, mais il faut voir comment ça avait démarré. Voilà, nous sommes d'accord. Donc, on est au moins d'accord pour dire que ce genre d'émission fait tout sauf avancer le débat. Non. Il y a une bonne émission qui avait été faite, qui était passée sur Planète Future. Je me rappelle plus du journaliste, je crois que c'était Laurent Catherine, mais c'est de mémoire, je garantis pas quoi le nom. Et l'émission, c'était Capricorne, l'ascendant sceptique. Et franchement, c'était bien fait. Et il y a eu une expérience qui a été menée avec Yves Lignon et Maud Christen, justement. Et la voyante qui d'habitude obtenait des résultats absolument parfaits, surtout avec son parapsychologue favori, là n'a rien obtenu, quoi. Donc, mais ça ne prouve pas que le phénomène n'existe pas ou qu'elle n'est pas capable de produire le phénomène. En tout cas, ça prouve que dans ce cas-là, dans les conditions décidées par elle et qui lui convenaient tout à fait à 100%, comme c'était revendiqué, elle a strictement rien obtenu à partir du moment où le protocole qui était fait était un protocole correct. C'est-à-dire où au lieu de laisser la personne dire ce qu'elle voulait, il y avait un choix, à savoir voilà, vous avez 10 photos et vous devez déterminer laquelle est dans l'enveloppe. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous avez la photocopie des 10 photos sous le nez. Et donc vous en avez une à choisir parmi ces 10. Alors que si on ne fait pas un protocole aussi simple que ça, eh bien, ça donne quoi? Ça donne un dessin qui est dans une enveloppe. Moi, je suis médium, je me concentre. Ah, je vois des fleurs. Bravo, il a gagné. Pourquoi? Parce que sur la photo, il y a, je sais pas, une dame avec une robe à fleurs. Pourquoi? Parce que c'est un appartement, il y a des tapisseries avec des fleurs. Pourquoi? Parce que c'est un magasin de fleuristes. On n'en sort pas, quoi. C'est pas sérieux, des protocoles comme ça. Donc, on fait beaucoup plus simple. On dit, on prend 10 photos, d'accord? Et on dit à la médium, voilà, on prend une de ces 10 photos, elle sera mise dans l'enveloppe, à charge pour vous de déterminer quelle est la photo. Donc c'est encore plus simple pour la personne puisqu'elle sait quel 10 dessins elle doit observer. Il suffit simplement que par ses pouvoirs ou ses prétendus pouvoirs, elle donne le dessin qui est dedans. Dans ce cas-là, 0 sur 10. Donc jusqu'à plus ample informé, elle a un pouvoir égal à 0. Mais au lieu de se taper dessus à longueur de... Non, là c'est pas pour taper dessus, c'est juste pour signaler qu'il y a moyen de faire des choses très très simples. Et là moi j'ai pas participé, donc je suis d'autant plus dégagé pour le dire. L'émission était très bien faite. J'ai pas participé à cette expérience, je veux dire. Après j'ai participé à l'émission, ils étaient venus m'interviewer au labo, quoi. Mais je veux dire, bon, au moins on voit protocole simple, on voit le résultat. Et c'est ça qu'il faut donner comme information. Il faut donner l'ensemble des facettes. Et malheureusement, souvent les médias, on n'a que la facette, disons, trop paranormale. Et c'est pas du tout... Les gens disent oui, mais les scientifiques c'est des scientifiques, c'est triqué, borné, etc. Mais il se trouve qu'au niveau des médias, dans les revues, etc., malheureusement, ce qui est diffusé, il faut voir, TF1, ils ont fait une émission mystère, et il y a eu une 20aine de numéros. Ils n'ont pas fait une émission, disons, de vulgarisation scientifique qui expliquait comment on pouvait montrer ce qu'il y avait de réel derrière certains phénomènes paranormaux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient paranormaux, bien sûr. Je pense liquéfaction du sang, etc. On peut montrer comment ça... On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. On peut montrer comment ça fonctionne. Et on pourrait faire des émissions tout aussi intéressantes et qui apporteraient au moins une information sérieuse. Comme on le fait ce soir, par exemple. Exactement. Mais vous savez, franchement, c'est rarissime. Je vous tire mon chapeau parce que c'est pas évident. Il y a très peu de médias qui permettent justement de discuter tranquillement et d'expliquer réellement le fond des choses en quelque sorte, de donner ce type d'information. C'est pas courant du tout. Écoutez, je prends le compliment, merci. Vous restez avec nous, professeur Henri Brock, une nouvelle pause et on va parler du sang de San Gennaro qui se liquéfie 3 fois par an à Naples, qui donne lieu à des mouvements de ferveur très intenses. Nous allons parler du suaire de Turin que vous connaissez évidemment. Donc dans quelques minutes, ce sera le sujet avec le professeur Henri Brock et ensuite
Nous parlerons également d'un très joli livre qui a été publié dans la collection que dirige le professeur Henri Brock. C'est la biographie d'un fakir, le fakir Ben Goubet. J'avais reçu son fils d'ailleurs dans cette émission. C'était un très très joli témoignage, très humain, très beau, très chaleureux, d'un fils qui porte une admiration sans borne pour son père qui est maintenant hélas décédé, et son père capable de faire des choses extraordinaires, vraiment. Nous en parlerons sur Sud Radio dans quelques minutes. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Jusqu'à minuit en compagnie de mon invité, le professeur de physique Henri Brock et directeur du laboratoire de zététique à l'université de Nice, Sophia Antipolis, à l'occasion de la sortie de son livre préfacé par Georges Charpak qui s'intitule Gourou, sorcier et savant aux éditions Odile Jacob. Vous consacrez une large partie, du moins un chapitre, en tout cas entier, dans votre livre, professeur Henri Brock, au sang de San Gennaro à Naples. Alors, rappelez-nous les faits d'abord, parce que ça provoque une ferveur populaire et catholique très intense quand même. Oui, alors à Naples, donc il y a une ampoule. Un ostensoir qui contient deux ampoules, dont une ampoule produit un phénomène revendiqué comme étant miraculeux, à savoir que 3 fois par an, mais en mai, en décembre et en septembre, mais c'est surtout l'événement de septembre qui est vraiment le plus important, où le sang, donc pour le moment on va mettre des guillemets au mot sang, donc où le sang séché vieux de plusieurs siècles, donc du martyr Saint-Janvier, San Gennaro, qui a été décapité, je crois. Qui a été décapité en 305. Voilà. Donc, et son sang aurait été conservé, donc pour partie dans cette ampoule. Et donc ce sang est censé se liquéfier si dans l'année qui vient, pour la ville de Naples, disons, tout se déroulera bien. Par contre, si le sang ne se liquéfie pas, ça veut dire qu'il va y avoir, disons, mauvais présage pour la ville de Naples, et ça risque de mal se passer. Donc effectivement, il y a une ferveur quand la date arrive, puisque les Napolitains, dans leur ensemble, sont, disons, assez anxieux de savoir si ça va se liquéfier ou non. Sont très croyants, comme tous les Latins en règle générale. Ouais. Oui, puis après, c'est devenu aussi, c'est un petit peu, c'est pas le saint patron de la ville, mais c'est tout comme, donc c'est le représentant de Naples. San Gennaro, c'est vraiment. Oui, tout à fait. Et alors, vous vous êtes penché donc sur ce phénomène et vous avez une explication à apporter. Oui, c'est pas moi qui l'apporte, Elle est ancienne, elle date de 1829. Elle est peut-être même plus ancienne que ça, mais en 1829, dans un livre qui s'appelle Des sciences occultes, c'était sous-titré un essai sur la magie, les prodiges et les miracles. Donc Zeb Salvert, l'auteur, donne une recette. Et cette recette, elle a été reprise par Pierre Larousse, donc dans son dictionnaire, le dictionnaire encyclopédique du 19e siècle. Oui. Et donc il suffit janvier, on cherche, et à Saint-Janvier, vous avez la recette. Et la recette, elle est très très simple, c'est de l'orcanette, je vous détaille tout après, de l'orcanette, plus du spermacéti, plus de l'éther sulfurique. Alors c'est une recette donc qui marche avec des produits anciens, sans aucun problème, disponibles depuis très longtemps. L'orcanette, c'est quoi? Alcana tinctoria, s'il y a des auditeurs qui veulent aller la chercher, ça se trouve en pharmacie ou en herboristerie. D'accord. Donc l'orcanette, c'est une petite plante qui pousse tout autour du bassin méditerranéen, trentaine de centimètres, mais l'intérêt, c'est les racines. Les racines de cette plante ont un fort pouvoir colorant rouge. D'accord. Donc on garde ces racines, on les fait sécher, et ensuite en les broyant, c'est un colorant, c'est toujours utilisé par exemple pour teinter du cuir. D'accord. Ouais. Le spermacéti, c'est le blanc de baleine ou l'huile de cachalot, 3 noms pour désigner la même chose. C'est l'huile finalement qui est à l'intérieur du crâne du cachalot et qui lui permet de réguler sa plongée en faisant varier la poussée d'Archimède et aussi de tenir un peu les neurones au chaud quand il plonge, quand il devient en basse température. Donc on trouve pareil en pharmacie. D'accord. Donc vous demandez du spermacéti et après vous pouvez faire la recette dans votre cuisine. On prend du spermacéti, on le met dans une casserole, on le chauffe un petit peu pour le ramollir, pour le fondre. On prend de l'orcanette, donc les racines séchées. L'orcanette, c'est le nom de la plante, mais on prend les racines séchées. On les broie. Il suffit de les broyer avec les mains ou sinon avec un mortier. On les met dans un filtre, style filtre à café. Et puis dessus, on fait passer de l'éther. On peut le faire passer plusieurs fois, mais un seul passage même suffit. Ça extrait le colorant. D'accord. S'il reste quelques bouts de racines, même ça fait plus joli, ça fait plus ancien, c'est pas gênant, quoi. Oui. Donc une fois ça fait sans coaguler, quoi. Voilà. on mélange au spermacéti, et puis on laisse refroidir. Alors ça dépend des proportions que vous avez mis. Vous avez un mélange qui va être figé à 8, 9, 10, 12 degrés, suivant vos proportions, et puis qui va devenir fondant et liquide à partir de 18, 19, 20 degrés et au-delà. Donc, vous prenez votre ampoule, par exemple, nous, ce qu'on a fait au labo, donc on a fait cette recette-là, on a mis dans une ampoule, et ensuite j'ai demandé au verrier en chimie, il y a un verrier qui m'a scellé l'ampoule.
C'est-à-dire que là, j'ai plus d'évaporation de produit, donc j'ai un miracle ad vitam aeternam, si on peut dire, quoi. D'accord, oui, tout à fait. Et à partir de ce moment-là, c'est juste une transition de phase. C'est un produit, vous le mettez dans une crypte, la crypte elle va être à 8-9 degrés, bon évidemment, il va être solide, il va être figé, et puis quand on le prend, moi je le prends dans ma main, je le tiens, disons, je sais pas, 15 secondes, 20 secondes, ça va vraiment dépendre des conditions extérieures, si vous avez les mains chaudes ou non, si c'est chaud dans la pièce, il y a plein de paramètres qui jouent, mais vous le tenez, disons, un petit instant, et à ce moment-là, il va se liquéfier. Il va se liquéfier avec toutes les caractéristiques de Naples. C'est-à-dire, il va y avoir ce qui s'appelle le globette, un petit noyau dur qui flotte, ça fait un effet de mousse, comme si ça bouillonnait, etc. Donc, on a là une recette qui, c'est pas la seule, hein, il y a d'autres recettes, hein, mais celle-là, c'est la plus simple. Hein. On a une recette qui permet de refaire toutes les caractéristiques dans les mêmes conditions. Sachant que, à l'époque ancienne, il y avait un très très grand trafic de reliques. Ça a été une source de trafic énorme. Donc, on peut supposer raisonnablement, encore une fois, que il y a peut-être une corrélation entre les deux. Oui, surtout que là, le miracle, il est attesté depuis 1389. Il est revendiqué comme étant plus ancien, puisque soi-disant, il remonte à 305, hein, la date de décapitation. Évidemment. Mais il est attesté depuis 1389. 1389, c'est le 14e, et c'est vraiment, c'est le plein boom des reliques, hein. Donc, 13e, 14e, il y a le théâtre liturgique, vraiment, qui démarre, qui n'y avait pas jusque-là, puisqu'il n'y avait pas tellement de représentation, tandis que là, c'est vraiment l'explosion. D'ailleurs, le suaire, il a été créé à cette époque-là aussi, hein, 1356. Alors, justement, nous allons en parler de ce Saint-Suaire de Turin. Vous êtes sur Sud Radio, vous écoutez... Oui, attendez. Juste un petit mot, je voulais dire. Il y a d'autres recettes pour faire le sang de Saint-Janvier. Il y en a d'autres, d'accord. Oui, il y en a d'autres, par exemple, avec de la bile de bœuf, des cristaux de sel de Glaubert. Et on a même des attestations historiques, comme quoi le clergé refait la préparation. Donc là, c'est même plus que ce qu'on peut supposer. C'est-à-dire, on sait qu'il y a manipulation derrière. Mais, cela dit, ça ne veut pas dire que la recette que je viens de vous donner, c'est celle qu'il y a dans l'ampoule, hein. Tout à fait. Il y a peut-être un véritable effet miraculeux, mais la charge de la preuve appartient à celui qui déclare quelque chose de nouveau. Donc, le clergé qui affirme que c'est miraculeux devrait passer l'ampoule à un laboratoire scientifique reconnu, qui, sans casser l'ampoule, bien sûr, la passe à un spectro, et puis regardera ce qu'il y a dedans, s'il y a du sang déjà. Et analyse si c'est du sang ou pas. Voilà, exactement. D'accord. Donc je disais, vous êtes sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange, je suis en compagnie du professeur Henri Brock, et là, vous avez évoqué très rapidement le Saint-Suaire de Turin. Parlons-en, puisque vous avez vous-même refait un suaire de Turin dans votre laboratoire. Oui, hein, vous pouvez multiplier par je sais pas combien, 80 ou 100, hein, les étudiants font ça, moi je fais ça depuis très longtemps, hein, ça va faire, je sais pas, plus de 15 ans que il y en a même qui sont en train de sécher en ce moment. C'est contrairement à ce qu'on pense, c'est très facile à faire, même avec toutes les caractéristiques de celui de Turin, quoi. C'est ça qui est même assez étonnant. Alors le suaire de Turin, pour les auditeurs, il faut peut-être rappeler, bon, c'est une toile de lin qui est conservée à Turin, qui fait grosso modo 1m10 sur 4m30, donc c'est un tissu tout en longueur, qui porte une double image. La double image une de face et une de dos, voilà, une de face et une de dos. Donc il y a la face ventrale et la face dorsale. Et puis cette personne porte des traces donc de sang sur le front, au poignet, etc. Disons qu'avec les caractéristiques qu'il y a, ça représente manifestement le Christ. Donc après la flagellation, etc., la couronne d'épines, la mise en croix. Donc la revendication, c'est un linge qui aurait enveloppé le corps du Christ. À la descente de croix, voilà. À la descente de croix, et qui, lors de la résurrection, bien par un effet miraculeux, l'image serait restée imprimée. Voilà, tout à fait. Or, il se trouve que ce linge, on peut le dater de différentes manières. On peut le dater physiquement, on peut le dater chimiquement, on peut le dater historiquement. Et ça a été fait, hein. Ça a été fait pas par nous, ça a été fait depuis très longtemps. Hein. Je veux dire, l'histoire du suaire, en fait, le suaire a été démystifié dès l'origine. Le suaire a été fabriqué aux alentours de 1356, 1354, 1356. On peut hésiter à 2 ans près, 1358, quoi, grosso modo. Et donc il a été montré près de, donc c'est un pur produit made in France, hein. Il a été fabriqué en Champagne, il a été exposé à Liré, près de Troyes, donc dans une petite collégiale, et dès les premières ostensions, l'évêque du lieu, Henri de Poitiers, a mené une enquête, et il a retrouvé l'artiste qui l'a fabriqué. Ah bon? Ah ouais, au XIVe siècle, l'évêque a mené l'enquête, il a retrouvé l'artiste qui l'a fabriqué. Donc il a interdit absolument les ostensions. Donc ça s'est arrêté pendant une 30aine d'années. Et puis il y a eu changement d'évêque, et puis la collégiale de Liré, les responsables ont repris les ostensions. Le nouvel évêque, Pierre d'Arcy, a repris l'enquête de son prédécesseur, et il a fait un dossier, il a écrit en 1389 une lettre au pape Clément VII,
dans laquelle il explique l'escroquerie, je pèse mes mots, quoi, vraiment l'escroquerie, il explique que c'est une mystification à but lucratif. Il explique, je vais citer de mémoire, que des mendiants ont été loués pour se prétendre guéris lors de l'ostension du suaire. Ouais. Donc il rapporte qu'il y a eu l'enquête, etc., de son prédécesseur, qui a retrouvé l'artiste a attesté qu'il s'agit d'une peinture. À partir de ce moment-là, le pape, en 1390, donc il y a 3 bulles qui sont datées de janvier, qui interdisent au clergé de l'IRE de mettre les vêtements sacrés, les vêtements liturgiques, lorsqu'ils montrent le suaire. Pour éviter de donner un côté sacré, et qui les oblige aussi à dire, je cite, à haute et intelligible voix, qu'il s'agit d'une peinture, d'une représentation du suaire. Oui. Mais évidemment, au cours du temps, ils ont oublié de le dire, ils l'ont dit à voix de plus en plus basse, et puis ils l'ont plus dit du tout, et puis après ils ont revêtu les habits, et puis c'est devenu le Saint-Suaire de Turin. Quoi. Et là, vous avancez tous ces arguments en ayant retrouvé, évidemment, tous ces écrits que vous venez de citer. Bien sûr. Ça n'a pas été fait par moi, ça a été fait par un chanoine, qui s'appelle Ulysse Chevalier, qui a retrouvé, donc à la fin du 19e et au début du 20e, tout. Donc au point de vue historique, c'était déjà l'affaire était déjà pliée, quoi. Et prouvé probablement. Le mémoire de Pierre Darcy, il est disponible à la Bibliothèque nationale de France. Donc il y a aucun problème. Tout un chacun peut consulter l'article, quoi, le document. Ouais. Avant de faire une nouvelle pause, professeur Henri Brock, comment réalisez-vous un suaire, l'équivalent d'un suaire de Turin? Alors, le suaire. Donc là, je vous ai dit, comment, disons, historiquement, voilà. le suaire, il fait l'actualité en ce moment, donc on va peut-être un petit peu détailler, disons. Ouais. Donc, ça, c'est le côté historique. Donc, dès le 14e, dès sa fabrication, il est démystifié par l'évêque du lieu, donc il est condamné, etc. Bon, il se trouve que après il y a quelques péripéties, il change, il part à la maison de Savoie, et puis après il finira à Turin. Et puis après il y a eu des dates. Donc ça donne une datation, disons, historique. On sait de quand il est, on sait pas comment il a été fait, mais on sait de quelle époque il est. Et puis ensuite il y a eu des groupes qui sont intéressés et qui ont pu faire des prélèvements avec du ruban adhésif dessus. Donc on a des analyses chimiques. Le résultat, c'est on sait avec quoi il a été fait. Oui. Donc il a été fait avec des pigments, avec de la terre ocre rouge. D'accord. Il a été fait avec du vermillon. Le vermillon, c'est le rouge vermillon qu'on utilise, c'est du sulfure de mercure. C'est-à-dire c'est une substance qui en aucun cas ne peut provenir d'une substance corporelle, parce qu'on pourrait dire c'est du sang dégradé, etc. Non, pas du tout, c'est un pigment d'artiste. Il y a d'autres pigments qui étaient retrouvés, mais ça c'est les principaux, ceux qui forment l'image. Ceux qui formaient l'image au départ. Évidemment, après, avec les ostensions, avec le fait qu'il y a eu un incendie, il a été aspergé d'eau, etc., il a perdu beaucoup de ses pigments. L'image actuelle n'a rien à voir avec l'image d'origine. Qui était beaucoup plus nette. Beaucoup plus nette. Quand on regarde les illustrations d'époque, il n'y avait aucun problème, on voyait bien tout le corps et tout. Maintenant, on voit bien, ou à peu près bien, le visage, les mains, le reste est difficile à voir, parce qu'il a été patiné par le temps, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est la datation aussi, disons, chimique, en quelque sorte. Et puis, il y a la datation physique, à savoir qu'il y a eu une datation carbone 14 qui a été faite. Que personne, pas un seul expert de datation de carbone 14 ne remet en cause, contrairement à ce que certains médias prétendent, quoi. Et des gens disent que la datation est remise. Non, la datation n'est pas remise en cause. Tous les spécialistes datation C14 ne remettent pas en cause cette datation. La datation, ça donnait 14e siècle. Exactement comme la datation historique et la datation chimique. Donc, on sait exactement de quand il date, de manière certaine. On sait de manière certaine avec quoi il a été fait. Maintenant, il reste une méthode probable de fabrication. Mais je dis probable. Là, on n'a pas de certitude, on n'était pas là quand l'artiste l'a fabriqué au 14e. Donc, la technique, à mon avis, la plus simple et la plus probable, disons, c'est un petit peu ce qu'on a tous fait quand on était gosse, quasiment. C'est on prend une pièce de monnaie, on met une feuille de papier dessus et on frotte avec un crayon. Sauf que si on frotte avec un crayon, on a tendance à frotter toujours dans le même sens. On va donner, disons, une orientation. Donc au lieu de frotter, il suffit de tamponner. Alors, comment on peut faire pour le suaire? On fait un bas-relief. Et c'est important de faire un bas-relief et pas un relief normal. Parce que dans le suaire de Turin, quand on fait une analyse 3 dimensions du contenu de l'image, on s'aperçoit que c'est 3 ou 4 cm la hauteur du soi-disant corps qui était contenu. Oui. Après, il y a des Américains qui ont truqué, il n'y a pas d'autre mot, et pourtant c'est des scientifiques, et ça a été publié dans une revue qui s'appelle Applied Optics, donc une revue sérieuse. Il n'empêche qu'ils ont truqué les données.
je le dis, preuve en main, je veux dire. J'ai expliqué ça dans mon bouquin, Le Gourou Sorcier Savant. Je montre bien que ils ont modifié le zéro de leur appareil pour faire apparaître un corps à la sortie, quoi. Ils ont introduit dans leur appareil ce qu'ils voulaient retrouver à la sortie. Sinon, ça aurait été trop plat, en fait. Sinon, ouais, exactement. Sinon, Jésus était plat comme une galette, quoi. C'est 3 à 4 cm, quoi. Ouais. Et ça montre bien sur quoi ça a été fait, sur un bas-relief. Donc la technique, c'est vous prenez un bas-relief. Vous prenez un Christ, ou vous prenez, nous on le fait souvent avec des étudiants, par exemple sur la tête, c'est plus simple, on fait juste la tête, on prend la tête, ou un bas-relief. On prend une toile, alors si vous voulez le faire assez joli, il faut prendre une toile de lait, un petit peu vieille, déjà un peu patinée, on l'humidifie un petit peu, on la pose sur le bas-relief, et puis il faut bien tamponner avec les mains ou avec une brosse, quoi. Il faut bien faire épouser le relief par le linge, donc il faut bien appuyer un petit peu partout. Et point important, il faut laisser sécher, il faut surtout pas appliquer le pigment sur le linge mouillé, sinon vous aurez une image, elle sera jolie et tout, mais elle va traverser la toile de lin. Donc ça n'aura pas les caractéristiques du suaire de Turin, parce que l'image est que d'un côté. Oui, d'accord. Donc on laisse sécher, et ensuite vos pigments, vous les liez avec du collagène. Alors vous pouvez prendre de la gélatine de cuisine, celle qui est utilisée. Moi j'utilise le pigment qui a été, enfin le liant qui a été utilisé à l'époque, c'est de la colle d'os ou colle de peau. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Oui. Alors si on veut faire, c'est que les ébénistes connaissent bien pour l'avoir utilisé pendant des années. Voilà, exactement. Mais tout un chacun peut se le faire. On prend des os de poulet par exemple, et on les met dans de l'eau et on fait bouillir. Et bon, ça va extraire le collagène de l'os, et puis ce qui va rester, ça va vraiment être une colle, superbe collagène, c'est vraiment ça, c'est la colle pour les gènes. Donc on prend ça, et on mélange tout simplement l'ocre rouge, la terre, les pigments, et on met que ça suffit. Et après vous prenez ce qu'on appelle un tampon, c'est-à-dire on prend un bout de coton, par exemple, entouré de tissu. Oui, tout à fait, oui. On trempe ça dans la mixture qu'on vient de préparer, à savoir la colle d'os avec l'ocre rouge mélangé. Il faut que ce soit un peu épais, il faut pas que ce soit trop coulant. Donc on est vraiment dans la cuisine, là. Ah ouais, mais ça marche très bien. Et c'est intéressant parce qu'on apprend de tout. On apprend de la chimie, on apprend de l'histoire, franchement, c'est vraiment motivant. Travailler sur ce thème ou sur d'autres, sur les phénomènes paranormaux, c'est fortement motivant parce qu'on apprend beaucoup de choses dans tous les domaines. Moi, je suis physicien, j'ai appris de la physique. Bon, j'en savais déjà un peu, mais j'ai quand même appris de la physique, mais j'ai appris plein de trucs à côté, de la chimie, de l'histoire, de la psycho, de la physio, des maths. C'est assez extraordinaire ce qu'on apprend. Bon. Donc j'en reviens au sujet. Donc on prend le tampon, et puis il suffit de taper, vous fermez les yeux, vous tapez au hasard sur le linge, qui est sur le bas-relief. Et donc vous allez automatiquement, sans vous occuper de rien, vous allez nécessairement déposer plus de pigments, par exemple sur l'arête du nez, qu'au niveau de l'orbite des yeux. Bien sûr. Donc vous allez créer une gradation de l'image en fonction de la profondeur, ce qui est exactement le cas du suaire de Turin. Et ça n'a rien de particulier, c'est tout simplement la technique de fabrication qui explique ça. Vous laissez sécher et vous avez un suaire magnifique. Professeur Henri Brock, là-dessus, on va se faire une petite pause pour se retrouver dans quelques minutes pour parler des fakirs. On va sortir un petit peu de votre livre pour s'intéresser à un autre livre que vous avez publié dans la collection dont vous êtes le directeur de collection chez l'éditeur Book e-Book, et c'est la biographie d'un fakir écrite par son fils. Le fakir s'appelait Ben Goubet. On va en parler sur Sud Radio dans quelques minutes. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Avec le professeur de physique Henri Brock qui est avec nous, qui est directeur du laboratoire de zététique à l'université de Nice, Sophia Antipolis, à l'occasion de la sortie de son livre Gourou, sorcier et savant aux éditions Odile Jacob. Professeur Henri Brock, parlons maintenant d'une facette de votre occupation, j'allais dire, de vos activités plutôt. Vous êtes directeur de collection pour l'éditeur Book e-Book, et vous avez donc, à ce titre, publié la biographie du fakir Ben Goubet, qui a été écrite par son fils, qui est vraiment, je recommande ce livre qui est humainement très fort et qui raconte l'histoire de ce fakir qui a entraîné sa femme et son fils à travers le monde, des fois dans des galères quand même, dans des galères de spectacle assez meumeux, où pour manger c'était quand même difficile. Alors, comment s'est passée cette rencontre ? Eh bien, j'ai reçu donc un bout d'écrit donc de Monsieur Goubet, donc Goubet fils, Jean-Luc Goubet. Jean-Luc Goubet, oui. Et franchement, ça m'a vraiment touché. J'ai trouvé que c'était un amour filial absolument extraordinaire.
Et donc j'ai pensé que ça avait tout à fait sa place dans la collection zététique, surtout que Ben Goubet, donc Ben Goubet c'est son nom de scène, hein, oui, tout à fait, au Fakir, oui, donc oui. Goubet étant Goubet en un seul mot étant son vrai nom. Il était lyonnais d'origine, Il était voilà, lyonnais, oui. Complètement. Et donc il faisait des choses absolument époustouflantes sur scène, sans revendiquer un pouvoir paranormal. Il disait simplement qu'il pouvait se concentrer, couper la douleur. Il arrivait à faire des choses extraordinaires, mais plus que disons que les pouvoirs entre guillemets fabuleux du père, ce qui m'a vraiment touché, c'était disons la description qu'en faisait le fils, surtout de toutes les tribulations qu'ils ont pu connaître à droite et à gauche. C'était réellement, comme vous l'avez dit, c'était réellement touchant. J'ai pensé que ça avait toute sa place, bien que ce soit pas vraiment la formule classique habituelle de la collection zététique, puisqu'elle est plus centrée sur l'étude, disons, des phénomènes paranormaux. Là, j'ai pensé qu'on était face à un Fakir de scène, qui avait de réelles capacités, capacités corporelles. Je ne veux pas parler de pouvoir parce que ça va donner une connotation justement paranormale, alors qu'en fait tout un chacun pourrait le faire avec l'entraînement. Enfin, tout un chacun. Non, attention. Il a passé des années et des années à s'entraîner pour... Tout un chacun, à mon avis, en passant des années et des années pour y arriver. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Bien sûr qu'on va pas le faire et puis arriver à un certain âge, il est trop tard, il fallait s'entraîner avant. Mais je vais pas m'y mettre, par exemple. Maintenant. Non, je vous le conseille pas, non. Mais je veux dire, il n'y avait pas de revendication de capacité surhumaine. C'était un homme normal qui se revendiquait comme normal. Et je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire. Il a d'ailleurs été testé en Allemagne, oui, tout à fait. Par le professeur Larbig, donc qui a fait des mesures, donc électrocardio, électroencéphalogramme et tout, pour voir un petit peu comment donc le Fakir réagissait. Et c'était assez étonnant. Par exemple, de mémoire, dans une expérience qu'il faisait, il y avait des témoins à côté, donc tout le monde subissait avec des casques donc sur les oreilles, subissaient des sons fortement agressifs. Et ils savaient qu'ils allaient subir des sons fortement agressifs. Donc il y avait une espèce d'angoisse, disons d'anxiété, angoisse ça serait bien un grand mot. Sûr, oui. Et donc quand le son arrivait, évidemment, les pulsations montaient, les réactions au niveau variation de l'électroencéphalogramme, sauf chez le Fakir. C'est-à-dire qu'il arrivait à se mettre dans un état particulier, sachant qu'il allait arriver ce signal agressif, eh bien il arrivait à se mettre dans un état qui faisait que quand ça arrivait, il pouvait rester en onde alpha tranquillement, en onde de détente, disons. Il subissait pas le stress de la même manière que les autres. Et ça c'est fabuleux, parce que ça veut dire on a des capacités. Quand je dis je généralise, parce que bien sûr que là c'est Ben Goubet en tant que Ben Goubet Fakir, avec son entraînement. Mais ça veut dire qu'il y a des tas de choses à découvrir. C'est un peu comme la personne, il y a quelques années, un agriculteur qui était sur son tracteur, il est tombé, il a eu le bras arraché, il a eu la force psychique et force physique, de prendre son bras sous son autre bras, si je puis dire, et d'aller jusqu'à l'hôpital. Et il est tombé dans les pommes uniquement à ce moment-là. Je veux dire, ça paraît absolument incroyable. Donc ça veut dire que dans des conditions particulières, on arrive à faire des choses qui sont, disons, au-delà de la moyenne. En tout cas, on peut pas dire au-delà de la norme, parce qu'il n'y a pas de norme. C'est la fonction justement normative, s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Donc il y a aussi des exceptions des deux côtés. Mais ça veut dire qu'on arrive à faire des choses vraiment, vraiment incroyables. Ça veut dire que l'être humain a des capacités que l'on ne connaît pas encore. Et qu'il faut avoir toute l'humilité nécessaire pour les étudier et, ma foi, dire, là, la science ne connaît pas, quoi. Exactement, et il faut dire, la science ne connaît pas, et elle doit s'y intéresser, c'est pas elle peut, c'est elle doit, mais bien sûr, il faut le faire, toujours, comme je disais tout à l'heure, sérieusement, il faut appliquer la méthode zététique dans ce type d'approche, c'est-à-dire il faut suivre des règles de base, de méthodologie, et il faut le faire, il faut vraiment le faire, parce qu'il y a certainement des découvertes absolument extraordinaires à faire dans ces domaines. Alors, professeur Henri Brock, il est 23h46, l'heure tourne malheureusement, donc nous allons, je vous propose d'évoquer ensemble quelques phénomènes paranormaux pêle-mêle. Je vais vous les citer et vous me direz, écoutez, là je pense qu'il y a à travailler dans ce sens, dans ce domaine. Enfin, vous me direz ce que ça vous évoque. Et on peut commencer par exemple par les questions que posent les expériences de mort imminente. Qu'en pensez-vous? Ce qu'on appelle les NDE, NDE vulgairement. EMI. Oui. Ce que je veux dire, si les personnes sont intéressées, elles peuvent se connecter sur le site du laboratoire. Donc, c'est, si je me permets de bien, faire... je vous en prie. Donc, www.unice, pour s'en rappeler, c'est la contraction de l'Université de Nice. Oui. unice.fr/,
zététique, mais sans accent, hein, zététique, Z-E-T-E-T-I-Q-E. Et là, dans la partie de documentation, elles trouveront un dossier qui a été fait par des étudiants, donc c'est des étudiants de première année, donc il faut aussi pardonner, disons, certaines erreurs, certaines imperfections et tout, et ils ont travaillé justement sur les NDE, et vous verrez, c'est très intéressant. On a été obligé d'enlever les vidéos parce que ça prenait trop de taille et tout, mais ils sont allés interviewer des anesthésistes, et c'est très intéressant de voir un petit peu ce qu'en dit le milieu médical. Oui. Et en fait, très souvent, eh bien, on s'aperçoit que le vécu dans ces expériences de mort imminente, il est quasiment identique chez de nombreuses personnes, tout simplement par des réactions physiologiques, alors qui ne sont pas encore bien comprises à l'heure actuelle. Hein. Oui. Mais par exemple au niveau de taches qui se forment sur la rétine, et puis qui évoluent en surface. Et évidemment, si vous mettez un petit point puis qui devient de plus en plus gros, l'impression visuelle que ça donne, c'est un tunnel dont on s'approche de la sortie. Oui. Donc le fameux tunnel qu'on a dans les expériences style Moody, eh bien pourrait s'expliquer, je dis pourrait, hein, j'ai pas dit s'explique, hein, pourrait s'expliquer par ce type de réaction physiologique. C'est vraiment intéressant. Je pense que le NDE, il y a à creuser. De toute manière, c'est sûr, c'est pas des expériences après la mort. Hein. Je veux dire, quand on est mort cliniquement et tel quel, on revient pas, quoi. Hein. Donc, il faut peut-être pas s'amuser. Il faut pas tenter l'expérience, quoi. Oui, non, ça on est d'accord. Oui. Le film, c'est de la fiction, c'est juste pour faire joli. Il faudrait pas qu'il y ait des auditeurs qui s'amusent à tenter ce genre d'expérience. Ouais. Et alors, c'est un phénomène là dont je vais vous parler qui est parallèle, si j'ose dire, ou consécutif à ces expériences de mort imminente, les expériences de sortie hors du corps. Voilà. Non, je parle pas de voyage astral, je parle de sortie hors du corrs. Des gens qui ont vécu des phénomènes, qui ont vu leur corps alors qu'eux étaient au plafond, par exemple, et qui ont vu les gens s'agiter autour d'eux. Ils ont été témoins de ce qui s'est passé sous un angle de vue totalement improbable. Oui, ben là c'est pareil, je vous ferai un petit peu la même réponse que dans le premier cas. Il y a un dossier sur ce type d'expérience, donc sur le dédoublement en quelque sorte, hein, oui, c'est ça, qui a été mis donc en ligne. Il y a un cas, par exemple, un des cas, c'est le cas dit de la chaussure de mariage. Je ne sais pas si ça dira quelque chose aux auditeurs. On a mis 2 articles en ligne qui ont été faits par Denis Biette, un collaborateur du laboratoire. Donc c'est en ligne dans la partie documentation. Donc une fois que les gens sont les auditeurs se seront connectés sur le site du labo, il suffit de cliquer sur documentation. Oui. Et puis il y a la liste des articles. Et donc là, il y a un long article en 2 parties qui raconte un petit peu l'enquête qui a été menée sur ce cas spécifique, qui est un des 3 plus gros cas. Et manifestement, on s'aperçoit qu'encore une fois, on est dans un cas de déformation de l'information, c'est-à-dire que ceux qui soi-disant n'étaient pas visibles de la salle où la personne se trouvait étaient en fait parfaitement visibles, quoi. Donc l'information pouvait être obtenue par les 5 sens tout à fait normaux, sans qu'il y ait besoin de se dédoubler et d'aller à l'étage au-dessus, quoi. Donc, moi je dis dans un cas comme ça, à partir du moment où la revendication, c'est la personne ou l'entité, disons, qui se dégage, le corps astral, hein, disons, qui permet de prendre une information, à savoir voir quelque chose, il y a donc une information qui est prise, dans ce cas-là c'est par la vision, ça permet par exemple de lire un numéro, d'accord ? Par exemple, tout à fait, oui. Bon, oui, tout à fait. Et bien voilà, on en vient à un protocole ultra simple. On met une pièce A, une pièce B. Dans la pièce A, il y a un lit où la personne peut se détendre. Elle peut se décorporer, aller dans la pièce B. Entre A et B, il n'y a rien, sinon une porte fermée à clé, pas de fenêtre, etc. Et de l'autre côté, il y a un papier avec dessus, on écrit, je sais pas ce que vous voulez, 3612. Et il suffit que la personne nous dise, eh bien voilà, ce qui a marqué de l'autre côté, c'est 3612. Donc, eh bien, il se trouve que ce type d'expérience, pour le moment, aussi simple que ça, n'a jamais été fait. Si ce type d'expérience est fait et contrôlé, alors à partir de ce moment-là, le constat, il est certifié. Alors à partir de ce moment-là, ça vaut le coup d'échafauder des hypothèses et des théories. Pour le moment, c'est pas nécessaire parce qu'on n'a pas vérifié le phénomène. C'est toujours le principe, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord constater le phénomène. Une fois que le phénomène sera constaté, on pourra commencer à élaborer des théories. C'est ce que je disais au début, hein. Ça sert à rien de demander si en mettant de la vaseline dans la cheminée, le Père Noël, il va glisser plus vite, quoi. Oui. Et alors, pour conclure, puisque vous l'avez évoqué, et vous, visiblement, vous avez été témoin d'un phénomène inexpliqué, du moins pour le moment, le dossier des ovnis, puisque vous avez vu voler 5-6 lumières, c'est ça, en formation Oui, plus que ça, même ça faisait en formation de V et sans bruit, c'était vraiment surprenant. Et je sais toujours pas, après plusieurs décennies, ce que c'était. Et là, c'est pareil, on est face à un phénomène qui est multiforme, hein, il est vraiment... Tout à fait, pour les ovnis, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais à mon avis, il faut creuser. Alors évidemment, il y a beaucoup de déformations et tout. Bon, il faut épurer tout ça, puis regarder dans les cas qui restent, comment ces cas-là pourraient peut-être s'expliquer, je sais pas, avec des effets un peu particuliers. Bon, parce que les premiers cas vont s'éliminer simplement du style la Lune, parce qu'il y a vraiment, aussi incroyable que ça paraisse, il y a des méprises avec la Lune, il y a des méprises avec Vénus. Oui. Là, il y a des cas qui ont trouvé leur explication parce que des planètes étaient basses à l'horizon, des choses comme ça. Mais il y a d'autres cas où, comme vous, votre observation, où là, visiblement, il n'y a pas d'explication. Le problème, c'est que souvent, on est face, moi, c'est pour ça que je ne m'y suis pas trop intéressé. Je m'y étais intéressé, mais il y a vraiment longtemps, hein. Donc là, c'était 65, 66, 67, donc j'étais pas bien grand. Disons, j'étais jeune, et je m'étais intéressé. Et en fait, pourquoi j'ai un petit peu arrêté de travailler dans ce domaine, c'est parce que, grosso modo, on peut rien faire. On peut pas avancer. Parce qu'on n'a rien de physiquement mesurable, quoi. Donc on n'a que du témoignage. Et donc c'est très très difficile. Donc on peut collationner des documents, on peut essayer de faire des recoupements. Mais je veux dire, après on va s'amuser à faire de l'orthothénie comme Aimé Michel, etc. Mais je veux dire, c'est pas ça qui va amener quelque chose, parce que on est toujours très loin finalement du phénomène. Donc finalement, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Bien sûr, je m'y intéresse toujours un petit peu, c'est-à-dire j'essaie de regarder un petit peu ce qui se fait, quoi, de suivre un petit peu. Mais franchement, je crois que c'est très très difficile. Là, il faudrait qu'il y ait, je sais pas, peut-être déjà les psychologues qui commencent à faire des questionnaires qui soient beaucoup plus complets que ceux qui sont faits à l'heure actuelle, parce qu'on s'aperçoit que dans les enquêtes de terrain qui sont menées, eh bien, c'est les questions qui induisent les réponses. Et malheureusement, une fois que c'est fait, c'est trop tard, quoi. Une fois qu'on a induit quelque chose chez la personne questionnée, eh bien, difficile de revenir en arrière. Donc, si la question a induit que l'objet était vert, par exemple, alors que c'était pas le cas, qu'il était rouge, hypothèse, hein, bien, la personne, elle restera sur la couleur qui a été déterminée. Et ça, c'est un gros problème. Souvent, les questions induisent les réponses. C'est ce que nous on appelle un effet impact avec la zététique, c'est l'utilisation du poids des mots, et malheureusement, souvent dans les enquêtes, on a affaire à ça, et on peut plus revenir en arrière, quoi. Pour conclure, parce qu'il va être l'heure de se séparer, professeur Henri Brock, à titre personnel, est-ce que vous rêvez de pouvoir tomber sur un phénomène paranormal que vous allez pouvoir reproduire en laboratoire? Vous savez, là, je parle un petit peu à l'enfant qui a commencé à se passionner. Oui, mais je suis bien d'accord. Si je trouve un phénomène paranormal et que j'arrive à l'attester, franchement, c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. Le problème, c'est que bon, il faut l'attester, parce que des phénomènes, j'en ai vu pas mal, des choses extraordinaires. Mais en cherchant un petit peu, il se trouve que j'ai eu l'explication, et que de manière, je peux pas dire décevante, parce que j'ai quand même appris des trucs, mais c'était une explication rationnelle, naturelle, quoi, tout à fait normale. Mais j'aimerais bien demain pouvoir trouver quelque chose d'un petit peu titillant, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de discuter avec vous de manière sereine et calme dans cette émission pendant les 2 heures que nous venons de passer ensemble. Merci beaucoup, professeur Henri Brock. Merci à vous. Passez une bonne fin de soirée. Je rappelle le titre de votre livre, donc, paru aux éditions Odile Jacob. Ça s'intitule Gourou, sorcier et savant, avec la préface de Georges Charpak. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini soutiene di forza.
Je vous rappelle le titre du livre du professeur Henri Brock qui était mon invité ce soir. Donc c'était Gourou, sorcier et savant aux éditions Odile Jacob. On se retrouvera bien entendu demain pour arpenter encore les sentiers en tant que bon aventurier de l'étrange que nous sommes. Demain à partir de 22h jusqu'à minuit. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, de l'étrange, je vous invite à entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous appeler, nous laisser un message sur la boîte vocale au 0826 300 300. Vous nous laissez un message sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également nous écrire par mail sur internet. Notre email est simple, c'est étrange au singulier, étrange@sudradio.fr, et vous nous écrivez évidemment, sans oublier dans un cas comme dans l'autre, de nous laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous rappeler et entrer en contact avec vous. Merci à Morad qui était au standard, merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Pierre Massias qui m'aide comme d'habitude à la construire, et rendez-vous demain dimanche de 22h jusqu'à minuit. Passez une bonne soirée.